Daniel Gutmann. Notre réunion aujourd'hui est consacrée à l'examen du rapport d'information sur l'espace fiscal européen, qui est l'œuvre de nos collègues Frédéric Dumas et Xavier Paluskiewicz. Alors nous sommes particulièrement heureux de pouvoir examiner votre travail en présence d'un expert reconnu de ces questions, M. Daniel Gutmann, qui est à la fois avocat fiscaliste, membre du Conseil des prélèvements obligatoires et professeur de droit fiscal à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous serons particulièrement intéressés par avoir ses commentaires sur ce rapport et bien entendu par ses réponses aux questions que nous ne manquerons pas de lui poser. Je reviens au travail de nos rapporteurs. Permettez-moi de vous dire d'emblée que vous avez fait un très très bon travail qui met en valeur les éléments de progrès intervenus ces dernières années, la fin du secret bancaire, la lutte contre l'évasion fiscale, mais aussi les failles qui demeurent, l'absence de régime définitif de TVA, l'incapacité de l'Union à se mettre d'accord sur des sujets comme l'harmonisation de la fiscalité des sociétés ou la taxation du numérique. La partie sur la diversité des régimes fiscaux nationaux est particulièrement intéressante. Cette hétérogénéité est évidemment un facteur de blocage dans la prise de décision à 27 sur les questions fiscales. La question que je me pose est de savoir si la mise en place d'une fiscalité équitable à l'échelle de l'Union a plus de chances de voir le jour dans le contexte post-pandémique actuel, alors que l'accélération de la transition numérique et la mise en œuvre du plan vert constituent des priorités de l'Union européenne en ce moment. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, M. Gutmann. D'emblée, tenais-je à préciser que, loin de moi, l'idée de déroger à la courtoisie entre collègues, en prenant la parole avant ma collègue Frédéric Dumas, mais c'est ainsi que nous nous sommes organisés. Nous avons donc l'honneur et la joie de vous présenter notre rapport d'information, notre œuvre, une œuvre, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais je reprends le terme de Madame la Présidente, sur l'espace fiscal européen qui nous a conduit à observer, comprendre, auditionner sur ce sacro-saint sujet de la fiscalité au sein de l'Union européenne. La réaction primaire serait de prendre des raccourcis sur ce sujet en résumant la fiscalité à ce totem, un totem inacceptable et insupportable pour les Européens, c'est-à-dire la lutte contre l'évasion fiscale. Car dans l'Union, il y a pudiquement l'optimisation fiscale qui est largement de l'évasion, véritable attaque insupportable contre notre pacte républicain, dont il nous manque des moyens pour être efficaces sur les politiques publiques qui sont attendues par tous. Toutefois, en préambule de la présentation de notre rapport, voudrais-je expliquer l'autre démarche que nous avons suivie sur un sujet aussi vaste que l'espace fiscal européen, qui peut facilement se prêter à la polémique. Nous avons souhaité ni dénoncer les pratiques de tel ou tel pays européen, ni nous lancer dans l'élaboration d'une Europe fiscale idéale qui encouragerait le moins-disant, au contraire. Il était important de nous préoccuper de la faisabilité de nos propositions par rapport à la réalité qu'engage la vie communautaire. Nous avons souhaité établir un état des lieux le plus objectif possible de la fiscalité des différents pays européens et des harmonisations déjà mises en œuvre, car beaucoup de choses ont été faites, mais cependant, nous ne retenons évidemment que les dérives et les scandales couverts par la presse. À partir de cet état de l'existant européen, nous avons cherché à comprendre la logique et la construction des systèmes fiscaux des autres pays, les contraintes aussi auxquelles ils doivent s'adapter, ainsi que l'histoire ou les choix politiques dont ils sont le reflet. Celui-ci est d'autant plus important que les États membres ont des profils très divers et que les petites économies périphériques ont intérêt à attirer des investissements par le biais de la compétitivité fiscale. Certains pays sont de petites économies, si je puis dire, comme l'Estonie et la Lettonie, d'autres des économies périphériques, telles l'Irlande, Malte, qui possèdent des taux de fiscalité moindres, ces États ne finançant pas leur politique publique de la même ampleur que la France, ou par exemple l'Allemagne. Difficile de nous rendre dans tous les pays d'Europe. Nous sommes concentrés sur ceux qui ont des positions souvent éloignées de celles de la France et qui ont pu bloquer des projets importants concernant en particulier l'impôt sur les sociétés. Je pense évidemment à l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés et la fiscalité du numérique.
Nous nous sommes rendus en Irlande, au Danemark ou en Pologne et avons interrogé par le biais de leur ambassade à Paris, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Hongrie, la Suède. Nous avons également rencontré à plusieurs reprises Pascal Saint-Amand, le monsieur fiscalité de l'OCDE, pour inscrire nos réflexions sur la fiscalité européenne dans le cadre plus global des négociations sur l'adaptation de la fiscalité internationale aux enjeux de la numérisation de l'économie. Écouter ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est important, pour ne pas dire primordial, et comprendre la légitimité de leur position nous paraissait, et nous paraît encore d'ailleurs, indispensable si l'on veut pouvoir avancer sur ces questions, à la fois redoutablement complexes techniquement, aux enjeux cruciaux pour les budgets nationaux, et parfois véritablement identitaires pour certains pays. Le besoin pour chaque État membre de pouvoir appliquer ses propres préférences sociales, dont son système d'imposition est plus que légitime. Si nous avons quelques divergences, et notamment sur l'adoption par notre Assemblée d'une taxe sur les services du numérique dite la taxe GAFA, nous sommes d'accord sur l'essentiel pour ce qui est de la méthode que ma collègue Frédérique Dumas présentera plus tard. Je commencerai par rappeler qu'il est incontestable que l'Union européenne a souffert d'un vice de fabrication en matière fiscale à ses débuts, puisque les États souverains étaient très attachés à leur pouvoir d'imposition. Comme chacun sait, les questions fiscales obéissent à une procédure spéciale dans laquelle le Parlement européen n'est que consulté et les décisions du Conseil doivent être prises à l'unanimité. Pour beaucoup de nos interlocuteurs, la fiscalité est un attribut de souveraineté nationale par essence, qui ne peut être exercé que par le Parlement national. Il est donc important de souligner que si la fiscalité relève de l'unanimité, c'est surtout parce que les traités n'attribuent à l'Union qu'une compétence résiduelle en la matière. L'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fournit une base claire en matière de fiscalité indirecte pour harmoniser les législations dans la mesure où cette harmonisation, je cite, est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le traité ne comprend en revanche aucune disposition explicite en matière de fiscalité directe. Toutes les initiatives européennes ont été prises sur le fondement de l'article 115 qui permet au Conseil de prendre les directives pour rapprocher des législations qui ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, sans mention explicite de la fiscalité. Certains pays soulignent que l'absence de compétences explicites en matière de fiscalité directe est un choix des rédacteurs des traités et que dans la mesure où l'Union n'agit que sur la base subsidiaire de l'article 115, il est normal que chaque pays puisse avoir un droit de veto. L'Union n'a donc que des moyens limités pour harmoniser les législations fiscales. Il en découle un espace fiscal européen très fragmenté à tous les niveaux. Je vous renvoie à notre rapport écrit pour les détails des chiffres, je ferai juste ressortir les grandes lignes. Le niveau global est celui des prélèvements obligatoires qui reflètent des choix politiques structurants en matière d'intervention publique plus ou moins grande. Cela relève une question presque philosophique. Peut-on rapprocher les systèmes fiscaux sans rapprocher les systèmes sociaux? Cela a aussi des conséquences très directes. Schématiquement, des pays qui ont des dépenses publiques moins élevées et un budget équilibré estiment qu'ils ont toute la légitimité pour diminuer leurs impôts. Or, entre l'Irlande et la France, par exemple, le taux de prélèvement obligatoire varie du simple au double. Le niveau suivant est celui de la structure d'ensemble des recettes fiscales qui reflète des choix éminemment politiques découlant de l'arbitrage des électeurs, privilégiant plutôt les impôts directs ou indirects, les impôts ou les cotisations sociales, prélevés plutôt sur les ménages ou sur les entreprises. Nous voyons bien en France la sensibilité de la question du financement de la protection sociale par des cotisations ou par des impôts. Il faut en outre bien garder à l'esprit qu'une réforme fiscale ne peut pas être examinée sans tenir compte de la cohérence du système fiscal dans son ensemble. C'est par exemple une question très sensible au Danemark, où l'attachement au système de protection sociale est très profond, mais où l'impôt sur le revenu des ménages est déjà très élevé. Je vous donne quelques exemples pour illustrer la grande diversité des systèmes fiscaux européens. Les impôts sur la production et les importations représentent plus de 22% du PIB en Suède, contre 8% seulement en Irlande. Les impôts sur le revenu ou le patrimoine, les ménages, les entreprises confondues, près de 29% du PIB au Danemark, mais un peu moins de 5% en Roumanie. Le troisième niveau d'analyse est celui des taux d'imposition, qui est réellement au cœur de la souveraineté fiscale. Là encore, les différences sont majeures, y compris pour la TVA, dont les taux sont encadrés par une directive. Le taux normal varie de 17% au Luxembourg à 27% en Hongrie. Les taux réduits du plancher de 5% à 18% en Hongrie. C'est un sujet de grande crispation d'ailleurs pour les pays de l'Est,
qui n'ont pas bénéficié de cette dérogation lors de leur adhésion. Nous avons pu le constater, et notamment lors de nos déplacements et échanges en Pologne. Enfin, même si l'impôt sur les sociétés ne représente en moyenne que 2,6% du PIB dans la zone euro, loin derrière l'impôt sur les revenus, les impôts indirects et les cotisations fiscales, l'IS est au cœur des préoccupations pour des raisons de justice fiscale. Les comparaisons sont plus difficiles qu'en matière d'impôt sur le revenu, car les règles d'assiette et les possibilités de transfert de bénéfices rendent les taux théoriques peu significatifs. Nos auditions nous ont par exemple permis de découvrir une spécificité des régimes estonien et letton que nous ignorions. À noter que c'est la distribution et non la réalisation des bénéfices qui déclenche l'imposition. Une société qui met en réserve l'ensemble de ses bénéfices et ne verse aucun dividende n'acquitte aucun impôt sur les bénéfices. C'est très intéressant. C'est pour André. Tous les outils construits par la Commission européenne ou le CDE, comme les taux implicites ou les taux d'imposition effectifs moyens, montrent toutefois de grandes disparités. En 2019, les taux légaux étaient particulièrement faibles dans certains pays d'Europe de l'Est, 9% en Hongrie et 10% en Bulgarie. Face à ce paysage fragmenté, et bien que l'Union européenne doit se libérer de ce carcan de l'unanimité, il faut toutefois souligner que cette règle en matière fiscale n'a pas empêché l'Union de légiférer en matière fiscale, principalement dans deux directions sous le mandat de la Commission Juncker, la lutte contre l'évasion fiscale, d'une part, avec les directives DAC sur les coopérations administratives et les deux directives ATAD pour lutter contre les pratiques fiscales abusives, dans la lignée du plan BEPS de l'OCDE, et également la TVA d'autre part, notamment en matière de lutte contre la fraude et de TVA sur le commerce électronique. Il n'en demeure pas moins que les initiatives les plus structurantes en matière fiscale, qui permettraient de réduire les coûts de conformité des entreprises et de sécuriser les recettes fiscales des États, sont bloquées au Conseil. Au nom de cette règle, cette sacro-sainte règle de l'unanimité devenue un dogme, elle prive les États membres de moyens pour déployer une véritable politique fiscale, pourtant appelée des vœux des citoyens et entreprises pour répondre à plus de justice fiscale. Vous trouverez dans notre rapport un condensé des principales dispositions de ces initiatives, les points de blocage identifiés, ainsi que lorsque nous avions l'information, la position des différents pays. Ces projets particulièrement importants concernent l'accise, l'imposition de l'économie numérique, le régime définitif de TVA, les ressources propres du cadre financier pluriannuel et la fiscalité de l'énergie. De l'examen de ces différents dossiers, il nous semble ressortir que les blocages peuvent intervenir à 4 niveaux différents et parfois se cumuler. Premièrement, des difficultés techniques réelles, compte tenu de la coexistence de 27 systèmes différents, avec chacun sa propre complexité. C'est le cas par exemple pour le régime définitif de TVA ou l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Deuxièmement, un manque de confiance et de coopération administrative entre les autorités fiscales, notamment en matière de recouvrement ou plus globalement entre États. C'est particulièrement frappant pour la proposition de régime définitif de TVA. Les États font modérément confiance aux autres pour collecter leur part de TVA à leur place, soit un total d'environ 500 milliards d'euros de recettes. Troisièmement, les craintes sur les effets des réformes en discussion sur les recettes fiscales nationales. Enfin, pour certains pays ou certaines franges de la classe politique, la volonté, ou pas, par principe, de préserver la souveraineté nationale en matière fiscale. En guise de conclusion, chers collègues, il ne s'agit pas de dupliquer tous les régimes fiscaux sur celui de la France, qui, tenais-je à l'indiquer, de surcroît dans ce contexte épidémique de Covid-19, est trop lourd pour les entreprises et les citoyens. Il s'agit là d'éviter la concurrence fiscale exacerbée dont nous aurions tort de nier son existence, comme de l'exagérer d'ailleurs. Cette concurrence peut avoir une vertu, celle d'obliger les États membres à améliorer la performance de leurs administrations publiques et à repenser leur périmètre. Afin de converger vers une harmonisation fiscale européenne, elle nécessite des États membres une réflexion sur une articulation plus globale avec l'OCDE et les instruments à destination des Européens. Ce rapport nous invite à nous interroger, bien sûr, plus largement, et à savoir s'il faut des règles communes sur la fiscalité, et lesquelles. Débat légitime, quand on sait que l'impôt est là pour répondre à des besoins de financement. J'en retiendrai pour ma part que la fiscalité est avant tout un moyen
et non une finalité. Je laisse la parole à ma collègue Frédérique Dumas pour vous présenter la suite de mon rapport. Je vous remercie. Merci. Merci Xavier. Donc comme vous l'avez vu, Xavier vous l'a présenté, il nous paraissait essentiel de rendre plus accessible possible la complexité des grands chantiers qui sont ouverts. Donc vous verrez que cette complexité, elle est rendue accessible et elle figure évidemment dans le rapport, plus que dans nos communications, puisque c'était quand même assez compliqué de rentrer dans les détails, mais je pense que ça vaut le coup d'aller dans le rapport pour justement prendre connaissance de ça, parce que ce sont effectivement des projets cruciaux pour l'Europe. C'est encore pour cette raison qu'il nous semblait important, et vous avez vu que c'est la ligne que l'on a suivie aussi dans notre communication avec Liliana Tanguy, important de faire entendre la légitimité donc, de chaque pays à défendre la position qui est la sienne, puisque vous l'avez vu, et Xavier vous l'a redit, elle s'inscrit dans l'histoire et dans un contexte politique. Et cela, c'est important pour avoir une idée, en fait, des lignes rouges. Au-delà des postures, bien sûr, puisqu'il y en a certaines, postures de négociation, mais il y a des lignes rouges. Tout d'abord, ces légitimités découlent de deux évidences qu'il est utile de rappeler, car nous avons souvent tendance à stigmatiser certains pays lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec nous. La première, chacun des États, à la table du Conseil, doit mettre en œuvre le mandat que les électeurs lui ont confié et répondre devant son Parlement national. La deuxième, chaque pays a un budget à boucler et donc attentif à la préservation de ses recettes fiscales. Et la crise que nous venons de traverser rendra à nos yeux tout cela encore plus sensible. Au sein de cette commission, nous avons beau avoir l'intérêt européen chevillé au corps, il faut tout de même avoir l'honnêteté de reconnaître que lorsque nous discutons de budget ou de fiscalité, nous ne nous désintéressons pas complètement des conséquences des discussions européennes sur le budget national. Donc l'idée d'accepter que nos collègues d'autres pays fassent de même est à nos yeux la moindre des choses. Notre rapport donne quelques exemples tirés de nos auditions pour montrer que les choix fiscaux de nos partenaires ont une cohérence politique ou répondent aux contraintes auxquelles ils sont soumis en termes géographiques, démographiques et économiques. Des exemples donc, peut-être en Hongrie, la volonté de favoriser l'émergence d'une classe moyenne. Comme l'a rappelé Xavier, la fiscalité, c'est un moyen au service d'une politique. Et cette classe moyenne avait disparu. C'est en tout cas plus ou moins disparu dans ce pays. C'est le choix politique qui a été fait en Pologne. Alors, il y a des exemples très précis dans le rapport qui montrent comment ils ont effectivement permis cette émergence avec une politique familiale assez forte, des prêts pour acheter des voitures, au troisième enfant, bref, etc. Vous verrez tout ça. En Pologne, c'est le choix d'une politique fiscale tournée également vers la politique familiale et une lutte résolue contre la fraude, notamment la TVA. Alors là, ça a été des systèmes assez efficaces qui vous sont présentés aussi dans le rapport. Au Danemark, c'est le souci de préserver le modèle de protection sociale. En Irlande, c'est la création depuis les années 60, à partir d'une fiscalité compétitive, d'un écosystème numérique qui génère des emplois qualifiés et bien rémunérés, ainsi que la conviction que la confiance des entrepreneurs repose sur la stabilité du régime fiscal. Ce que l'on dénonce chez les Irlandais, ça procède d'une histoire, parce que c'est un petit pays qui avait besoin évidemment d'attirer des investissements pour créer des emplois. La raison pour laquelle donc ils sont attachés aussi à leur taux, et on en reparlera j'imagine. Les Pays-Bas sont quant à eux confrontés aux contraintes aussi des petites économies ouvertes, dont les entreprises sont fortement dépendantes des marchés internationaux. Ce qui veut dire aussi qu'ils considèrent qu'ils sont aussi, font partie des pays les plus touchés par la crise, puisqu'évidemment, ils sont dépendants des échanges intra-européens. Donc pour nous, c'était la première condition pour pouvoir se parler des sujets fiscaux, reconnaître que chaque pays a une légitimité et ne pas caricaturer les positions de chacun. Par exemple, le discours qui nous a été tenu par nos interlocuteurs en Pologne sur la fiscalité environnementale, puisqu'on dit toujours que les pays de Visegrad sont défavorables à tout ça, était beaucoup moins caricatural que l'image qui peut nous en être donnée habituellement. Ils n'avaient pas d'hostilité de principe. Ils ont d'ailleurs des fortes taxes environnementales chez eux, supérieures à la France et à l'Allemagne. Donc ils ont des taxes nationales. Donc ils n'avaient pas d'hostilité de principe, mais estimaient que le produit des échanges de quotas d'émissions devait servir à financer la politique climatique, et non le budget général de l'Union. C'est pas complètement absurde. D'ailleurs, ça a été les déboires de notre taxe carbone. Donc, ils estimaient qu'une taxe sur les plastiques recyclés devait constituer une ressource des États.
Nous avons aussi noté que selon les données de la Commission européenne, les taxes environnementales représentent donc déjà, c'est un peu ce que je vous disais en Pologne, une part des recettes fiscales supérieure à la moyenne européenne. Je crois qu'ils sont autour de 7, alors que nous, on est à 4,5 par exemple en France. Ne pas caricaturer la position des autres pays, c'était aussi prendre en compte les efforts qu'ils ont déjà réalisés. Les régimes fiscaux, par exemple, luxembourgeois et néerlandais, sont certes encore critiquables, eux-mêmes le reconnaissent dans nos échanges, mais on ne peut pas faire comme s'ils n'avaient pas transposé les directives qu'a évoqué Xavier, donc ATAD, et mis en œuvre les mesures du plan BEPS de l'OCDE, comme vous savez, qui sont des mesures évidemment de lutte contre l'érosion fiscale et le déplacement et le transfert des bénéfices. Donc il faut laisser à ces réformes le temps de porter leurs fruits, on pourra en reparler. Alors parlant de ces constats, la question est comment continuer à progresser sur les dossiers fiscaux? La première idée qui vient à l'esprit, puisque l'unanimité donne à chacun le pouvoir de bloquer les textes au Conseil pour de bonnes ou de mauvaises raisons, est de recourir davantage à la majorité qualifiée. Pierre Moscovici avait ainsi proposé une feuille de route pour une transition progressive vers la majorité qualifiée. Nous pensons que le fait de proposer cette évolution est discutable, donc discutable, c'est un débat, même si on considère que cette évolution est éventuellement souhaitable. Il nous semble que le chemin est de toute façon semé d'embûches et qu'il y a d'autres moyens d'avancer. Chemin semé d'embûches. Une révision des traités à court terme pour permettre à l'Union de légiférer en matière fiscale selon la procédure ordinaire nous paraît peu réaliste. Même si tout peut être discuté dans une négociation globale, les petits pays et les pays de l'Est nous semblent peu enclins à abandonner l'unanimité. C'est ce qui les protège et il faut le reconnaître. Ils nous ont tous dit, nous, la seule manière évidemment de lutter contre le rouleau compresseur franco-allemand, c'est tout de même d'avoir cette capacité de temps en temps d'avoir recours à l'unanimité. Les traités actuels prévoient, comme vous le savez, des clauses passerelles qui permettent au Conseil, statuant à l'unanimité, d'adopter une décision l'autorisant à légiférer à la majorité qualifiée dans un domaine soumis à l'unanimité. Ces clauses passerelles pourraient, il est vrai, ça avait été évoqué par Pierre Moscovici, permettre d'accélérer les discussions sur des textes techniques. Elles nous paraissent en revanche vraiment peu opérationnelles pour des réformes ayant des vrais enjeux politiques. Par ailleurs, si un pays est prêt à utiliser son veto pour s'opposer à un texte, on l'imagine mal voter une décision l'amenant à l'en priver. La Commission dispose aussi du fameux outil de l'article 116 du traité, qui permet d'adopter des directives suivant la procédure législative ordinaire. Cela dans le but d'éliminer les distorsions de concurrence dues à des disparités existantes entre les règles des États membres, et dans l'hypothèse où la distorsion ne peut être supprimée en concertation avec les États membres. Bien que le Parlement européen ait souvent poussé à l'utilisation de cette arme, la Commission ne l'a utilisée jusqu'ici que comme arme dissuasive. Il nous semble que légiférer sur cette base susciterait des contestations juridiques et ouvrirait des conflits ouverts infinis entre la Commission et certains pays, donc nous ne pensons pas que ce soit vraiment un chemin réaliste. Cela renvoie donc à une question plus large sur le recours à la majorité qualifiée en matière fiscale. Jusqu'où une majorité, fût-elle qualifiée, peut-elle imposer à un État membre des décisions qui heurteraient de front ses intérêts ? La fiscalité n'est pas une matière comme les autres. Le consentement à l'impôt est un fondement de la démocratie et les recettes fiscales déterminent directement la capacité d'action des États. Si le recours à la majorité qualifiée était élargi, les États membres devraient faire preuve de beaucoup de discernement dans son utilisation. On voit bien dans la discussion actuelle sur le plan de relance européen et son financement à quel point ce sujet est un sujet sensible, car c'est un sujet de souveraineté. C'est pourquoi il nous semble utile de trouver un chemin, un autre, pour continuer à discuter en travaillant sur les 4 points de blocage que nous avons identifiés. Il est impératif de renforcer, et Xavier l'a évoqué, la confiance entre administrations fiscales. De nombreux outils de coopération existent, mais les performances et les outils technologiques des administrations fiscales ne sont pas les mêmes. Il faut donc continuer à aider les États qui ont des retards à améliorer les performances de leur administration, notamment grâce au programme Fiscalis. Il faut aussi renforcer les échanges de bonnes pratiques entre administrations fiscales. La Pologne a par exemple acquis une expertise sur la lutte contre la fraude à la TVA, qu'elle est très désireuse de partager. C'est-à-dire quand on a été reçu en Pologne, je crois qu'ils étaient 20 autour de la table, non ? Je sais plus, ils étaient très fiers du système qu'ils avaient mis en place et ils nous avaient évoqué le fait que peut-être une initiative commune pouvait être prise entre la France et la Pologne. En tout cas, ils en étaient... Après, vous verrez dans le rapport que leur système est aussi de temps en temps remis en cause par certains pour trop
trop de bureaucratie. Et voilà, il est peut-être pas parfait non plus, parce que là, c'était un peu Man in Black quand même. Hein, mais enfin, c'était intéressant. Concernant la négociation des propositions de texte elles-mêmes, nous l'avons déjà dit, il est impératif de prendre le temps d'écouter et de comprendre nos partenaires. Si une impulsion franco-allemande est souvent utile, il est désormais évident qu'elle n'est plus suffisante. Des groupes de pays se sont organisés pour peser. Alors ça, c'était évidemment avant le confinement. On a vu aussi que des blocs un peu différents, mais ça reste quand même un peu toujours les mêmes, autour de la Ligue hanséatique, donc, ou du groupe de Visegrad. Par exemple, on a vu qu'il peut y avoir des lignes qui divergent au sein de ces groupes, mais cela reste néanmoins un peu la carte. Ce serait donc une erreur de penser qu'on peut passer outre leurs demandes. Et je crois que le plan de relance sera là pour le démontrer. Dans certains États, ce sont les parlements nationaux qui sont les plus sourcilleux sur le respect de la souveraineté nationale en matière fiscale. Et beaucoup de pays doivent passer devant leurs parlements nationaux, même si ce n'est pas toujours le cas chez nous. Nous pensons donc que les associer en amont pour qu'ils s'approprient les débats fiscaux pourrait être plus efficace que de les mettre dans une situation où ils ne peuvent que s'opposer à un projet déjà ficelé. Je pense que c'est quelque chose à laquelle notre présidente est très attachée, le rôle des parlements dans la discussion. La base de la discussion doit être une évaluation transparente et rigoureuse des conséquences des propositions législatives sur les recettes fiscales. Parce que souvent, ce sont des débats idéologiques et on ne part pas... voilà, mais oui, mais en même temps, André a été prêt à le dire hier. En tout cas, des débats idéologiques autant dans l'opposition que dans la majorité. C'est à un moment donné, c'est vrai qu'on ne fait pas cet effort d'évaluer et de démontrer pourquoi on emprunte tel ou tel chemin. On voit que cela est clé, y compris concernant, je l'ai dit tout à l'heure, le plan de relance. Si ces conséquences sont importantes, puisqu'hier, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, on avait bien dit que pour certains pays, c'était bien l'évaluation des besoins qui était clé, et la définition de critères pertinents. Donc si ces conséquences sont importantes pour un État, il faut prévoir une transition suffisante et des compensations qui lui permettent de faire accepter la réforme à son Parlement et à sa population. Donc il faut être très pragmatique. Une critique récurrente à l'encontre des propositions de la Commission est leur grande complexité. Certains pays seraient donc plus ouverts à des projets plus ciblés et pragmatiques pour répondre à des problèmes concrets. Bon, on l'a vu sur la TVA, notamment. Il ne faut pas non plus hésiter à s'appuyer sur la pression de l'opinion publique pour lutter contre les abus fiscaux et progresser en matière de fiscalité environnementale. Les Pays-Bas, pour éviter qu'il y ait des paquets qui soient balancés par la fenêtre, ils peuvent être ramassés par les citoyens. Les Pays-Bas et le Luxembourg ont clairement mis en évidence, et ça c'est aussi peut-être pour André, une certaine efficacité du name and shame. Et les gouvernements de ces deux pays semblent désormais déterminés à se défaire de l'image du paradis fiscal qui nuit à leur réputation. Ils nous l'ont vraiment dit. Ils nous ont vraiment dit que c'est vrai que cette image pouvait leur nuire et que c'était quelque chose qui les poussait à modifier leur système. Enfin, il nous semble qu'en matière d'impôt sur les sociétés, les réformes européennes gagneraient à s'inscrire dans le cadre plus global des travaux actuellement en cours à l'OCDE sur l'adaptation de la fiscalité internationale à la numérisation de l'économie notamment. Donc on va rentrer un peu sur ce sujet. C'était le seul sujet de divergence entre nous. C'est assez drôle d'ailleurs, puisque c'était récurrent dans nos auditions. C'est une demande... Moi, je cherchais à ce que être soutenu dans ma démarche et lui dans la sienne, donc quand on auditionnait les gens. C'est une demande forte de plusieurs pays européens qui estiment que les standards de la fiscalité internationale relèvent de l'OCDE et qu'il n'existe pas de spécificité européenne en la matière. Ils craignent en outre qu'une initiative européenne déconnectée des discussions mondiales se traduise par une perte de compétitivité. Les choses ont beaucoup évolué, bien sûr, sur ce dossier depuis quelques mois et depuis la crise, mais cela reste le chemin. De fait, les négociations sur l'ACCIS et sur la fiscalité du numérique sont suspendues. Vous savez, je crois, tous maintenant, tu l'as dit hier, à l'issue des négociations à l'OCDE qui ont été retardées à cause de la crise du coronavirus. La prochaine étape importante qui devrait avoir lieu en juillet a été repoussée en octobre, mais bon, maintenant... On sait qu'on va être plutôt sur du 2021. Le travail technique se poursuit, parce que Pascal Saint-Amand, c'est quelqu'un qu'on a vu régulièrement. On venait updater notre... bon, voilà, il est quand même absolument précieux, incroyable, parce qu'il arrive à lui tout seul, avec une méthode, à quand même rapprocher des points de vue absolument... Bon, voilà, même si c'est un peu bloqué aujourd'hui, mais en tout cas, le travail technique se poursuit, y compris avec les Américains, on va en parler. Mais compte tenu du calendrier des élections américaines,
l'objectif initial d'un accord global à la fin de l'année paraît désormais évidemment inatteignable. Si un accord est envisageable sur le deuxième pilier des négociations, donc c'est sur le taux minimum, donc à mettre en place une imposition effective minimale, un accord sur le premier pilier, qui, comme vous le savez, vise à réattribuer une fraction des bénéfices et des droits d'imposition correspondant au pays, aux juridictions dans lesquelles les entreprises multinationales ont leur marché, donc pour être plus clair, de déplacer la base d'imposition vers l'usage, vers les usagers ou les consommateurs, ne pourrait intervenir au mieux avant l'été 2021. Sur le deuxième pilier, particulièrement poussé par l'Allemagne, la France aussi, il reste des obstacles politiques à lever, mais une proposition pourrait être prête en octobre. Sur le premier pilier, beaucoup de travail a déjà été accompli, mais des sujets difficiles à trancher restent sur la table. Et la position américaine est instable et imprévisible. Après avoir proposé un régime de protection, le fameux Safe Harbor, qui pourrait conduire à un régime optionnel pour les entreprises, un régime optionnel, ça veut dire celui effectivement qui veut le fait. Évidemment, c'est un système qui est inacceptable pour tous les autres pays. Maintenant, les Américains ça c'était la position un peu avant crise, les Américains, maintenant, ils tergiversent sur le champ des entreprises concernées. Ils s'opposent à un dispositif qui ne concernerait que les entreprises du numérique, mais soulèvent des difficultés dès qu'on parle d'élargissement du champ que je ne dise pas de bêtises. Oui, dès que ça concerne des entreprises américaines, il soulève des difficultés. Donc, entre pas le numérique et puis pas les entreprises américaines, c'est sûr que ça va être un peu compliqué. Il considère en outre que la gestion de la pandémie et le soutien à l'économie qui portent sur des montants bien plus élevés que ce que pourrait rapporter la réforme en discussion sont prioritaires à l'heure actuelle. Les pays européens, même ceux qui s'étaient opposés à l'ACCIS et aux propositions de la Commission en matière de fiscalité du numérique, participent de manière active et constructive aux travaux de l'OCDE. Ils sont conscients du fait que le statu quo n'est guère tenable et qu'il existe une opportunité rare de moderniser la fiscalité des entreprises au niveau mondial. L'ouverture des États-Unis et de la Chine pourrait ne pas perdurer. Ils savent aussi que la multiplication d'initiatives nationales serait pire qu'une solution négociée au niveau international. C'est pourquoi un pays comme le Danemark, qui souhaite arrêter la course à la baisse de l'imposition des sociétés, est prêt à accepter une solution au niveau de l'OCDE, alors qu'il serait un des pays à avoir le plus à perdre au premier pilier. Vraiment, quand on a eu nos discussions avec Pascal Saint-Amand, on a vu que le pays, après il y a peut-être un peu Malte, mais le pays qui risque de perdre le plus, c'est effectivement le Danemark. Il y a de grandes entreprises danoises comme Novo Nordisk qui est spécialisée dans les médicaments pour le diabète, je crois, c'est ça, qui payent beaucoup d'impôts au Danemark, alors qu'elles réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Donc pour eux, je crois que c'était 8% de baisse de leurs recettes. C'est juste pas possible, évidemment. Mais bon, les Américains... moi, ce que je veux vous dire, c'est que les Américains viennent d'envoyer 3 messages. Il faut les entendre. Ils ne participeront à aucune discussion internationale tant que certains pays disposeront de lois ou de projets de loi de taxes sur le numérique. Il faut aussi rappeler, c'est vraiment bien décrit, en tout cas c'est la partie que j'ai tenu à décrire moi-même puisque c'était notre point de divergence. Là on parle d'impôt sur les sociétés. Notre taxe en France, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires qui ne résout absolument pas le problème d'impôt évidemment des entreprises des géants américains, qui comme vous le savez est reporté sur le contribuable, puisqu'en fait, que ça soit Google, c'est Facebook, je crois, qui a reporté sur les tarifs publicitaires, et Amazon qui a reporté sur les commissions payées par ailleurs. Donc c'est une taxe qui est de toute façon payée par les usagers français, par les opérateurs économiques ou les usagers. Ensuite, je l'avais décrit au moment où je me suis opposé à cette taxe dans l'hémicycle, c'est une taxe qui taxe le chiffre d'affaires, donc les Français et Européens qui sont vertueux, qui payent leurs impôts, payent et l'impôt et la taxe. Et c'est pas des petits, hein, c'est Le Bon Coin, c'est seloger.com, tous ces gens-là payent chacun plus d'impôts à eux tout seuls que tous les géants américains du numérique. Donc on a une taxe qui ne s'attaque pas du tout à l'impôt, qui est une taxe sur le chiffre d'affaires et qui fait que nos entreprises vertueuses payent et l'impôt et la taxe. Donc les Américains déjà ont dit, s'il y a des taxes nationales, on arrête à l'OCDE. 2, ils ont toujours conditionné leur accord à une clause de sauvegarde qui permet de limiter les effets de transfert de la base fiscale.
Et enfin, ils acceptent de maintenir leur participation aux discussions sur le taux minimum d'imposition qu'à condition que leur règle nationale antérieure sur le même sujet soit sanctuarisée. Le deuxième point, c'est la Chine qui est pas vraiment... Le premier point, c'est les Européens. Le deuxième point, c'est pour les Chinois. Et le troisième point, c'est pour les pays en développement. Pour résumer et conclure, je dirais que la construction d'un espace fiscal européen passe par une meilleure attention portée aux motivations de chacun et l'inscription de cet espace européen dans le contexte international. Cela passe par beaucoup de pragmatisme et par un changement de logiciel, surtout pour les Français qui ont l'habitude de penser que ce qui est bon pour eux est bon pour les autres. Merci. Merci beaucoup à nos deux rapporteurs pour ce travail approfondi et très précis. Et nous sommes maintenant curieux d'entendre les appréciations de M. Gutmann. Merci beaucoup, merci infiniment de votre invitation. Je suis très honoré d'être ici parmi vous et très heureux d'avoir eu l'occasion de lire ce rapport que j'ai trouvé en toute sincérité passionnant, très bien fait, extrêmement nuancé et j'avoue que à titre personnel j'en partage la plupart des orientations, donc vraiment je trouve que c'est un rapport unique en son genre, parce qu'en réalité on pourra avoir beaucoup lu et travaillé sur ces questions. Je n'ai pas trouvé de rapport qui fasse un point précisément des angles d'approche nationaux, en essayant de remonter aux sources finalement des divergences qu'on peut observer au niveau européen. Et je trouve que c'est très enrichissant et que ça permet d'orienter la politique fiscale d'une façon raisonnable. Alors, mon idée, c'est, si vous le permettez, c'est peut-être de vous dire un peu comment moi je vois les choses et puis finalement de replacer ce que je vais vous raconter dans le cadre d'un commentaire de ce que vous avez fait en réalité. Alors, il y a un premier point introductif que je voudrais simplement souligner. Vous avez dit que le rapport avait été fait avant le Covid. C'est vrai qu'on se pose tous la question de savoir s'il y a quelque chose à changer avec cette crise. Il me semble qu'il y a une question qui devient évidemment de plus en plus importante, c'est celle des moyens qu'on veut donner à l'Europe, c'est-à-dire des moyens d'action financiers qu'on veut donner à l'Europe. On voit que l'Europe recourt à l'endettement pour financer ses actions. Pourquoi est-ce que l'Europe ne recourrait pas à l'impôt ? Ça, c'est une question, je crois, qu'on ne peut pas ignorer et qui évidemment, se pose de façon particulièrement aiguë à l'heure actuelle. Et peut-être qu'on peut la poser comme telle, en fait. Et alors, évidemment, ça pose la question des ressources propres, etc. Et ce que vous avez dit, par ailleurs, sur les ressources propres n'appelle de ma part aucun commentaire additionnel. Mais je crois que cette question des ressources propres est appelée à prendre une importance beaucoup plus considérable à mesure qu'on s'aperçoit que l'Europe sert de pompier pour les différents États membres. Alors ensuite, vous avez beaucoup insisté dans le rapport, et je partage pleinement cette idée, que la fiscalité est un moyen et pas une fin. Et donc si on considère que la fiscalité est un moyen et pas une fin, la question c'est de savoir quels sont au fond les objectifs de l'Europe que la fiscalité pourrait servir. Alors si on essaye de faire une petite liste de ces objectifs, qu'est-ce qu'on voit ? Bon, je crois que votre rapport montre très bien que l'harmonisation complète des systèmes fiscaux n'est pas un objectif en soi, ne peut pas l'être, et qu'en toute hypothèse, elle a assez peu de chances de prospérer pour les raisons que vous avez parfaitement décrites. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut assez rapidement laisser de côté, même si on trouve de temps à autre, effectivement, des déclarations, des propositions, des aspirations même de certains acteurs économiques à une fiscalité totalement homogène au niveau européen, parce que c'est vrai que ça simplifierait la vie des entreprises en particulier, que de pouvoir s'appuyer sur un jeu de règles absolument unique, quels que soient les États membres. Mais compte tenu des contraintes que vous avez parfaitement soulignées dans le rapport, je crois que c'est une question qui aujourd'hui ne se pose pas, ou en tout cas elle ne se pose pas à très court terme. Donc quels sont les objectifs qu'une fiscalité européenne peut servir ? Le premier, me semble-t-il, c'est la réalisation effective d'un marché intérieur sans frontières, qui est là vraiment un objectif spécifiquement européen. Et c'est précisément parce que c'est un objectif européen que l'article 113 est là, qu'on a finalement une harmonisation d'ores et déjà sur ce qui concerne les transactions intracommunautaires, qui passent par la TVA, qui passent par les accises, etc.
Alors la question c'est est-ce que, au-delà des impôts qui frappent les transactions, il est légitime de considérer que l'impôt sur les sociétés en particulier devrait mériter une harmonisation plus poussée pour permettre la réalisation de ce marché intérieur sans frontières. Ce qu'on voit en droit positif, c'est qu'il y a un certain nombre de directives qui sont des directives qui défiscalisent un certain nombre de flux transfrontaliers, les dividendes, les intérêts, les redevances, des directives qui permettent de garantir la neutralité des restructurations transfrontalières, la directive fusion. Et donc, au fond, quand on regarde ça, on se dit l'essentiel est fait. À titre personnel, il me semble qu'on pourrait aller un petit peu plus loin dans ce sens. Puisque lorsqu'on regarde de près, d'un point de vue un peu technique, le contenu de ces directives, on s'aperçoit que l'exonération de retenue à la source qui est prévue sur un certain nombre de flux reste soumise à des conditions qui sont assez contraignantes. Et la Commission européenne elle-même, d'ailleurs, a suggéré à plusieurs reprises d'assouplir les conditions d'exonération de la retenue à la source, en particulier dans le cadre de la directive intérêt-redevance. Il me semble que ça, c'est un point peut-être d'amélioration aussi qu'on pourrait éventuellement souligner. L'autre problème, c'est que la double imposition continue d'exister en Europe. Et je crois quand même que l'idée qu'une même entreprise ou qu'une même personne physique puisse faire l'objet d'une double imposition sur le même revenu par plusieurs États européens, le fait qu'une même succession puisse être imposée 2 fois, voire 3 fois, à l'intérieur de l'Union européenne, alors que c'est exactement le même fait générateur d'impôts, je crois que ça c'est quand même assez problématique. En fait, c'est la coexistence des systèmes nationaux qui fait que finalement chaque État se considérant comme compétent pour imposer un revenu ou une donation, ça touche tous les pays. Et si un Français reçoit une succession d'origine belge portant sur un immeuble en Espagne, l'Espagne, inclus dans la succession, il va être imposé en France parce que l'héritier est en France, en Belgique parce que le défunt est en Belgique, et en Espagne parce que l'immeuble est en Espagne. Voilà. Or, aujourd'hui, alors ça c'est un exemple un peu caricatural, mais enfin il n'est pas non plus complètement abstrait. Or, aujourd'hui, en fait, on ne peut pas lutter contre ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun instrument juridique au niveau européen qui permette de lutter contre ça. Il y a une directive qui a été adoptée en 2017 qui permet d'éliminer la double imposition sur les bénéfices et sur les revenus et qui met en place une procédure de règlement des différends entre États. Mais cette directive ne touche pas toutes les situations de double imposition. Et donc, il me semble que ça pourrait être intéressant d'appuyer une démarche de généralisation, finalement, des techniques d'élimination de la double imposition. J'invente rien, la Commission européenne plaide pour ça depuis des années, et notamment en matière successorale, où là, on n'a même pas de convention bilatérale, enfin, on en a très peu des conventions bilatérales en matière de double imposition successorale, on en a encore moins quand il s'agit de donations. Et en toute hypothèse, ces conventions sont bilatérales, donc elles ne permettent pas de régler des triples impositions susceptibles de survenir entre les différents États. Donc il me semble que ça, alors évidemment ce sont des réformes techniques, mais qui permettent quand même de poursuivre des objectifs qui sont dignes d'être pris en considération. Alors ensuite, il y a un autre objectif, évidemment, qu'on assigne souvent à l'Europe, c'est de garantir une forme de justice fiscale. Et dans la justice fiscale, en fait, il y a 2 idées qui sont très différentes. Il y a la justice dans le partage du fardeau entre les entreprises, entre les personnes physiques, puis il y a la justice dans la répartition entre États. Et toutes les discussions autour du numérique, en fait, mélangent les 2 dimensions. Parce qu'en réalité, quand on se plaint du fait que Google ou des géants du numérique ne sont pas imposés en France, on se plaint à la fois du fait qu'ils ne supportent pas l'impôt alors que d'autres entreprises la supportent. On se plaint aussi surtout du fait que la France ne récupère pas l'impôt que ces entreprises devraient payer dans un monde idéal. Alors là se pose la grande question que vous avez parfaitement soulignée, qui est la question de savoir si l'Europe a un mot spécifique à dire là-dessus, ou s'il faut laisser à l'OCDE, enfin disons à un forum mondial, le soin de régler ces problèmes-là. Moi je vous dirais juste, alors c'est une question politique, et moi je ne fais pas de politique, donc évidemment j'ai pas de prétention à dire quoi que ce soit là-dessus. La seule chose qui me vient à l'esprit là-dessus, c'est de dire que d'un point de vue pratique, c'est vrai que si l'on mettait en place au niveau européen une méthode de répartition de la matière imposable entre les États qui n'a rien à voir avec ce qui se fait au niveau mondial, quoi qu'on en pense d'un point de vue politique, ça créerait des problèmes techniques absolument insurmontables.
Prenez le cas très simple d'un groupe américain qui disposerait de plusieurs filiales en Europe et de succursales par ailleurs aussi en Europe. Si on met en place l'ACCIS, c'est-à-dire une assiette commune consolidée au niveau des groupes établis en Europe, et qu'on repartage ça à notre manière, en prenant les critères de répartition imaginés par la Commission européenne entre les pays européens, ça veut dire que les pays européens, sur la base de la directive, vont se retrouver à imposer une certaine part du gâteau. Mais si, comme par ailleurs c'est un groupe américain, il faut considérer le gâteau au niveau mondial, il va falloir combiner ces règles purement intra-européennes avec les conventions bilatérales conclues avec tous les États tiers, qui, elles, vont retenir des critères de répartition de la masse taxable complètement différentes. Et donc on va créer, évidemment, des situations de double imposition sur lesquelles on aura extrêmement peu de prise d'un point de vue technique. Donc, si vous voulez, d'un point de vue purement technique, moi, ce que je vois comme praticien de la fiscalité, c'est qu'effectivement, c'est compliqué à mettre en œuvre. Alors, à la lumière de ça, on se dit, bah oui, mais alors donc du coup, il faut tout laisser à l'OCDE. Et ça, c'est quand même un autre écueil, me semble-t-il. Je mesure la force de conviction de Pascal Saint-Amand. Hein, je le connais bien. Non, mais il a effectivement, il a raison de dire que seule une concertation mondiale permettra de résoudre à terme les problématiques de répartition de la masse taxable. Ce qui m'inquiète un tout petit peu dans tout ça, c'est que l'Europe ne parvienne pas à parler d'une seule voix et qu'à la faveur de cette remontée au niveau de l'OCDE, de l'ensemble du forum de discussion, il y ait une véritable dissolution d'une Europe fiscale qui n'existe pas, bien sûr, mais qui pourrait quand même exister parce qu'il y a quand même des intérêts communs à un certain nombre de pays européens. Donc c'est très compliqué à trouver comme équilibre, mais je crois qu'en effet l'Europe ne peut pas, sans mettre en péril sa compétitivité et sans créer de problèmes techniques insurmontables, agir toute seule. Mais je crois que si elle se met exclusivement à la remorque de l'OCDE, elle perd un peu son âme. Et ça m'amène à mon dernier point, qui est que il me semble quand même qu'il y a un objectif aussi que la fiscalité européenne, enfin qu'une démarche commune au niveau européen pourrait poursuivre, c'est de renforcer l'idée que l'Europe doit être une puissance continentale. Ça me paraît vraiment essentiel. Et ça devrait pouvoir se manifester non seulement dans les concertations avec l'OCDE, mais aussi dans les relations que les pays de l'Union entretiennent avec les États tiers. Je vous donne juste deux exemples, allez, 3 exemples très rapides pour illustrer mon propos. Un des grands problèmes pratiques que rencontrent les entreprises aujourd'hui, c'est le fait que les conventions fiscales qu'elles ont conclues avec des États tiers, la Chine, l'Inde, un certain nombre de pays africains, beaucoup de pays émergents, ces conventions fiscales ne sont pas respectées par les États tiers. On prévoit des réductions de retenue à la source à 5%, 10%, et puis les États, les autres partenaires conventionnels, ils ne respectent pas ces conventions. Et ils ne les respectent pas en parfaite connaissance de cause. Qu'est-ce qu'on peut faire quand un pays tiers ne respecte pas les conventions fiscales? Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose. Et on ne peut pas faire grand-chose parce que la France toute seule n'a pas un pouvoir pour dire à la Chine « Écoutez, ce serait bien que vous respectiez vos conventions ». C'est-à-dire on peut faire des belles déclarations, mais nous n'avons pas de pouvoir de négociation. Et ça, c'est une vraie demande des entreprises qui me paraît politiquement en plus porteuse, qui est de dire on devrait se doter d'une capacité de négociation d'un certain nombre de relations fiscales avec les États tiers. Dans le même ordre d'idée, imaginez que demain, on fasse une belle convention multilatérale telle que M. Saint-Amand l'appelle de ses voeux, d'accord ? Et qu'on dise, allez, toutes les entreprises du monde entier vont devoir payer des impôts en France parce qu'elles ont des consommateurs, clients en France. Alors même qu'elles n'ont en France aucun établissement stable. C'est-à-dire elles n'ont pas de présence physique, elles peuvent même n'avoir aucun actif sur le territoire français. Okay. Donc on va dire, la France a le droit de faire payer à Google ou à n'importe quelle entreprise du monde entier un impôt en France. Et qu'est-ce qui se passe s'ils ne veulent pas payer ? S'ils ne veulent pas payer, il faut un accord d'assistance en matière de recouvrement. C'est-à-dire il faut que la France, l'autorité fiscale française, puisse s'adresser à l'autorité fiscale étrangère en disant « Merci de bien vouloir collecter l'impôt et de me le rétrocéder ». Alors on a ça en interne à l'intérieur de l'Union européenne, il y a une directive qui permet ça dans l'Union européenne. On a des accords d'assistance au recouvrement avec certains États tiers, mais pas avec tous, très loin de là. Et donc, il me semble qu'il y a au moins une chose qu'on devrait faire, même avant que les projets de l'OCDE ne se matérialisent,
c'est tout simplement de négocier autant que possible et d'aussi nombreux accords d'assistance en matière de recouvrement de l'impôt avec les États tiers. Et pour y parvenir, pour convaincre les partenaires d'y parvenir, il faut que l'Europe pèse de tout son poids en tant que telle pour créer une force de négociation avec eux. Le dernier point dans le même genre, mais alors ça c'est très compliqué, c'est la question de la portée de la liberté de circulation des capitaux. Ça c'est une question très politique mais très économique. La liberté de circulation des capitaux qui est protégée par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est la seule liberté européenne qui s'applique dans les relations avec les États tiers. Autrement dit, et là la jurisprudence de la Cour de justice est très abondante là-dessus, les États tiers, les résidents d'États tiers, peuvent demander à bénéficier en Europe du même traitement fiscal que des résidents de l'État qui accordent l'avantage fiscal. À l'évidence, ça peut créer des déséquilibres et ça peut fournir un effet d'aubaine en quelque sorte pour l'investissement en provenance d'États tiers. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, évidemment, lorsque ce sont des résidents européens qui investissent dans des États tiers, ils peuvent aussi, dans l'état de départ, se prévaloir d'un traitement identique avec l'investissement qu'ils feraient chez eux ou dans un autre État européen. Mais il est vrai quand même que cette question du champ spatial de la liberté de circulation des capitaux est quand même une vraie question et qui me semble prendre de plus en plus d'importance. Dans les contentieux que je connais bien et qui sont fondés sur le non-respect par la France des libertés fondamentales de l'Europe, la liberté de circulation des capitaux est très souvent invoquée. Et je ne vous cache pas que les pertes budgétaires que peut supporter l'État français parce qu'elle restitue de l'impôt à des résidents d'États tiers sont des pertes sérieuses. Alors, c'est peut-être justifié, je n'ai pas une position très tranchée à titre personnel sur cette question, mais il me semble que c'est une question qu'on ne peut pas laisser complètement en dehors du débat. Voilà, je m'arrête là, parce que je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. Merci infiniment. Merci beaucoup pour vos appréciations. Les points que vous évoquez sont effectivement assez passionnant, mais très compliqué visiblement pour trouver une solution. Et on revient quand même souvent dans nos auditions, les différentes thématiques qu'on évoque, vers la nécessité effectivement de faire émerger une Europe puissance, ou plutôt on a une puissance et on s'en sert pas. On reste effectivement peut-être trop dans la soft power, comme on dit. Et ce que je trouve intéressant aussi, et là aussi c'est toujours la même question, quels moyens voulons-nous donner à l'Europe, mais ça dépend aussi des priorités que nous voulons donner à l'Europe. Donc beau sujet pour cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui doit s'ouvrir et que j'espère s'attaquera aussi à ce genre de thématique et ne restera pas uniquement des consultations un petit peu généralistes pour pouvoir approfondir. Il y a des questions de collègues et nous commençons par Aude Bonneau-Van Dorn. Merci. C'est vert, c'est rouge, c'est bon. Ça, c'est pour les compliments, je peux les refaire. Merci, madame et monsieur les rapporteurs, pour cet excellent rapport qui fait un point remarquable sur les pistes envisageables afin de rendre les politiques fiscales plus équitables, efficaces et propices à la croissance. Plusieurs grands chantiers relatifs à la fiscalité sont actuellement discutés au niveau européen, vous l'avez longuement dit, dont certains depuis plusieurs années. C'est le cas notamment du projet d'assiette commune consolidé par l'impôt sur les sociétés, vous en avez parlé. Ces dernières années, les scandales LuxLeaks, Panama Papers ou encore Paradise Papers ou autres révélations relatives aux pratiques d'évitement fiscal des multinationales par le biais d'accords fiscaux avantageux, passés avec des pays tels que le Luxembourg, l'Irlande ou encore les Pays-Bas ont mis en lumière l'existence d'une importante concurrence fiscale entre les pays de l'UE. Ils ont de fait mis à mal une des clés de voûte de la construction européenne en pervertissant le fondement de coopération par des Double Irish, Patent Boxes and Dutch Sandwich. Pour une bonne part, ces scandales découlent du fait que le cadre fiscal international actuel est totalement dépassé, car essentiellement fondé sur le principe de la résidence fiscale liée au lieu d'enregistrement des sociétés. Avec la mondialisation, le boom des multinationales, la propriété intellectuelle et la révolution numérique, les chaînes de valeur sont désormais disséminées aux quatre coins du monde. J'aurais donc une question en 2 points.
Dans le prolongement du rapport du Parlement européen de 2015 sur les rescrits fiscaux, pouvez-vous nous apporter des informations quant à la mise en place 1. D'un outil centralisé et public auprès de la Commission permettant de connaître par État membre toutes les exemptions, exonérations, déductions et crédits d'impôt légaux qui affectent l'impôt sur les sociétés. Et une deuxième question d'un système, donc je reprends, mise en place d'un système de vérification centralisé au niveau de l'Union qui permettrait à la Commission de contrôler systématiquement les rescrits de manière à accroître leur cohérence, uniformité et transparence et à en contrôler leurs éventuels effets dommageables sur d'autres États membres. Je vous remercie. Merci beaucoup. André Chassaigne. Merci. Je voudrais dire d'abord que c'est vrai que c'est toujours difficile d'intervenir après d'aussi brillants exposés. Je le dis parce que c'est vrai que nos rapporteurs, vous avez fait un excellent travail sur plusieurs mois en plus. Donc vous arrivez avec une connaissance qui est sans doute bien supérieure à celle que nous, on peut avoir. Donc on peut apparaître dans nos interventions quelquefois plus superficielles. Mais on est là pour faire valoir certaines observations et remercier, je ne sais pas si on doit dire professeur ou maître Gutmann, vraiment pour votre intervention extrêmement intéressante et faite surtout, je le dis, pour des politiques on est un peu transversaux dans les thèmes qu'on aborde, surtout dans cette commission, puisqu'on touche à des thèmes très divers. Je crois que vous vous êtes exprimé avec beaucoup de simplicité. Ça a été très intéressant et très clair. Et même si vous ne faites pas de politique, je vous le dis, ne craignez pas de revenir sur des propos qu'on peut tenir, que je peux tenir, parce qu'on se parle toujours très franchement ici. Et vous verrez sans doute des aberrations dans ce que je veux dire, peut-être, mais ne craignez pas de revenir dessus après, je vous le dis, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude ici de travailler. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que la question de la fiscalité européenne est au cœur de l'actualité et de nos débats aujourd'hui, et notamment Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, indiquait dernièrement que pour rembourser la dette issue du plan de relance, la Commission européenne pouvait se doter de la capacité de lever directement un impôt, pensant ainsi au fameux mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, dit taxe carbone, ou encore à la taxe numérique, dite taxe GAFAM. Et cette déclaration est passée sous le radar médiatique, mais pas sous votre radar à vous, puisque vous en avez parlé. Vous avez fait allusion, en fait, à ça tout à l'heure dans votre intervention. Et ces propos de Thierry Breton méritent pourtant toute notre attention, tant elles suggèrent un changement paradigmatique majeur. Et je voulais porter le débat là-dessus, justement, sur l'appréciation que peuvent avoir les rapporteurs. Vous en avez dit 2 mots, M. Gutmann, mais sur cette fait de lever l'impôt. Comme il est fort justement indiqué dans le rapport, le consentement à l'impôt est au cœur de la citoyenneté, tandis que la fiscalité constitue un attribut essentiel de la souveraineté des États. Norbert Elias, plus que tout autre, a démontré dans son remarquable ouvrage « La dynamique de l'Occident » en 1977 à quel point la conquête par le pouvoir central du monopole fiscal a été prépondérante dans la constitution des États modernes. Or, en dépit des divergences idéologiques qui sont les nôtres, chacun s'accordera sur le fait, ça va ouvrir le débat sans doute, que l'Union européenne n'est pas un État. Il est tout au plus un objet politique non identifié, comme le paquet que j'ai trouvé la semaine dernière en me promenant. C'est d'ailleurs des mots qui ont été utilisés par Jacques Delors. Un objet politique non identifié. Est-ce que cet objet politique non identifié peut lever l'impôt ? L'Union européenne était deuxième point, ça c'était la première partie de mon intervention. L'Union européenne est un espace de compétition économique régi par des traités de libre-échange. À mon avis, sans démocratie véritable, quoi qu'il puisse y avoir pire ailleurs, chère Sabine, et qui tente timidement de mettre fin aux nombreux abus fiscaux qui ont eu lieu au sein de l'Union ces dernières années. Je pense ici à la taxe Rolling qui a permis à l'entreprise Apple de bénéficier d'une aide d'État indirecte de plusieurs milliards en négociant un accord dérogatoire avec l'État irlandais. Je pense évidemment à la liste européenne des paradis fiscaux que mon groupe, je suis président du groupe de la gauche démocrate et républicaine dans lequel il y a les députés communistes, que mon groupe n'a cessé de dénoncer en l'état
cette liste européenne des paradis fiscaux, puisque cette liste, curieusement, ne comprend aucun État membre de l'Union faisant fi de la présence de paradis fiscaux au sein de l'Europe, tels que les Pays-Bas, si chers à Frédéric Dumas. Je pense, enfin, au projet d'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, ça apparaît dans votre rapport, hein, à 6, qui, malgré les bonnes volontés quelquefois naïves, n'empêche en rien les États membres de mettre en place différentes niches au crédit d'impôt pour attirer des entreprises sur leur territoire. Vous avez évoqué cette question aussi. Et le rapport traite cette question. Et alors on a bien sûr cette incapacité qui fut celle des États membres à se mettre d'accord pour l'instauration d'une taxe des géants numériques. Ça constitue une implacable démonstration. Alors que sur cette question-là, le gouvernement, c'est pas souvent que je le félicite, avait la volonté d'avancer. Et on le voit, y compris hier soir, lors de la séance, hier au soir après 9h30, on a eu un échange, je ne sais pas qui était en avait en séance ici, on a eu un échange sur la taxation des surfaces commerciales, comme Amazon, Alibaba, et ce que nous a dit le rapporteur du budget, c'est vraiment en adéquation avec le débat qu'on a aujourd'hui. Il a dit c'est pas possible. Il dit c'est pas possible parce que d'une part, il faut approfondir le dossier parce que les amendements, quelquefois, ils sont faits de façon un peu superficielle et on ne voit pas quelles sont toutes les conséquences. C'est une chose. Mais il a avancé cet argument en disant il suffira à ces plateformes de passer la frontière, d'aller en Belgique, par exemple. C'est quand même un sacré problème. Ou de contourner, Ils peuvent contourner, tel qu'est fait aujourd'hui, la stratégie fiscale au niveau européen. Ça pose quand même problème. Pour moi, parce que j'ai un peu d'idéologie, la cause de ces échecs est bien connue. C'est la philosophie des traités de l'Union européenne qui est fondée sur l'idée qu'en matière économique, la libre concurrence doit permettre de garantir l'efficacité des marchés. Et vous avez, là aussi ça a été évoqué, mais je pense que c'est pas seulement l'histoire de chaque pays, c'est pas seulement la culture de chaque pays, je pense que c'est le système qui implique cette situation, le choix du libéralisme, de la libre concurrence au niveau européen. C'est une priorité de construire le marché unique et à partir de là, on laisse de côté l'harmonisation fiscale et sociale en second plan. Et en vous écoutant, M. Gutmann, et en écoutant les rapporteurs, m'est revenue une audition, je crois que tu y étais, j'en avais fait 2, avec une collègue à vous qui habite à côté de chez moi, au fin fond de l'Auvergne, qui est Catherine Prieto, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est professeure à l'université de Panthéon-Sorbonne, et que j'avais auditionné dans le cadre d'un rapport que je vais à faire. Elle a été auditionnée une deuxième fois, j'avais assisté. Je crois que c'est toi, Aude. Et alors, elle m'a fait prendre conscience d'une chose. Et je voulais en parler parce que je trouve que c'est en lien direct avec notre débat. C'est-à-dire, moi, je suis de ceux qui ont toujours diabolisé la libre concurrence non faussée, etc. Et elle nous a expliqué que le droit de la concurrence européen, contrairement à ce que l'on pense d'une façon générale, se veut protecteur et doit être un instrument de lutte contre les distorsions de concurrence. Mais à partir de là, je me dis, comment se fait-il alors ? Comment se fait-il que si on ne peut pas s'appuyer sur le droit de la concurrence, sur le fait de lutter contre les distorsions de concurrence, sans s'attaquer au droit fiscal, parce qu'on voit bien que là, c'est un élément fondamental d'une concurrence qui est faussée. C'est valable aussi d'ailleurs pour le côté social. Hein. Moi, quand je vais en Pologne pour un rapport que j'ai fait sur la PAC et que je vois en Pologne des travailleurs ukrainiens qui travaillent pour 240 €, je me dis, sur des fermes bio qui ont 100 ou 200 hectares, je me dis, là, est-ce qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence ? Mais là, c'est sur le côté donc, social. Les seuls progrès qu'on a eus, et on en parle depuis ici, on en parle à cette commission, et qui y aura sans doute, c'est au niveau environnemental. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant, où au niveau environnemental, on peut, je crois, faire avancer énormément les choses. Je termine, parce que j'ai une conclusion. En l'état actuel, l'harmonisation fiscale est donc, selon moi, une chimère. Car les institutions européennes reposent sur des présupposés libéraux. Moi, j'en ai aussi des présupposés. On en parlait hier, d'ailleurs, entre nous. Hein. Mais des présupposés libéraux qui sont inspirés de la thèse hobbésienne selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme. Alors que les impératifs socio-écologiques de notre époque exigent plus que jamais la prise en compte de l'intérêt général. Et c'est ça qui me fait... Je pense que cette prise en compte de l'intérêt général au niveau européen devrait nous faire tomber beaucoup de ponts, si on a cette volonté-là, au niveau
en particulier l'harmonisation fiscale. Merci, chers collègues. Marguerite de Prez-Audebert. Merci Madame la Présidente. Je vous prie par avance de m'excuser parce que j'ai un train et comme il n'y a plus beaucoup de trains pour ma circonscription, je ne peux pas le louper, donc je vais devoir me sauver. Je tiens au nom du groupe Modem à vous féliciter, Madame, Messieurs les rapporteurs, également pour ce rapport qui va en profondeur et puis aussi l'apport pertinent de la valeur ajoutée de Maître Gutmann qui respire le vécu et l'expérience. Ce rapport nous permet d'approfondir les problèmes liés à l'espace fiscal européen et plus largement les défis fiscaux posés par la numérisation de l'économie. Le commissaire Thierry Breton, vous l'avez évoqué, André, interrogé il y a quelques semaines, est sensible à ce sujet. Vous l'avez justement souligné, ce sont les négociations à échelle internationale qui nous permettront de réaliser les avancées les plus significatives face à ces défis. Et je suis convaincue que les parlementaires continuent de contribuer à ces négociations. Il serait intéressant de mettre en place un suivi autour de la réunion du cadre inclusif qui aura lieu en octobre et pourquoi pas d'organiser une communication en commission afin de débattre des avancées réalisées. Pour ce qui est de vos propositions, je rejoins votre constat. Effectivement, espérer le passage progressif à la majorité qualifiée en matière fiscale ne semble pas être une stratégie viable. Il nous faut trouver d'autres chemins. J'ai cependant 2 questions sur vos propositions pragmatiques de la partie 3 du rapport. Vous proposez de concentrer les initiatives sur des réponses pragmatiques aux problèmes rencontrés par les États membres. Ne craignez-vous pas que cela nous conduise à ne pas résoudre la véritable source des problèmes, à traiter les symptômes et non la cause ? Par ailleurs, vous évoquez la liste noire de l'Union en matière d'abus fiscal, mais cette liste, par sa nature et son mode d'élaboration, ne serait-elle pas une illustration de la difficile entente européenne sur la définition d'une mauvaise pratique fiscale ? Merci. Merci. Christophe Géretti. J'arrive. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur et Madame la rapporteure. J'ai dit Monsieur parce qu'il était en premier dans la discussion. Hein. Tu as vu ? Je rigole Frédéric. Moi j'ai beaucoup on est dans la continuité de ce qu'on discutait hier soir, hein, tous ensemble, d'ailleurs à peu près les mêmes qui étaient autour de la table. Moi j'ai beaucoup de réflexions et à l'intérieur je mettrai mes questions, si ça ne vous dérange pas. J'essaierai d'être moins long que mon ami André à côté. Mais ça sera dur parce qu'on vient du même monde du Massif central et quelquefois on a tendance à beaucoup s'exprimer et à dire ce qu'on pense et comment on le voit. Et c'est l'objet aussi de ce qu'on est en train de vivre dans cette commission depuis quelques mois qui est très dynamique. Ma première remarque, elle est le titre. L'espace fiscal européen. Et j'ai écouté vos propos. Pour moi, on aurait pu mettre les espaces fiscaux européens. Parce qu'on est clairement dans une individualisation de la fiscalité dans chaque pays. Et je pense que vous l'avez bien relevé. Et c'est pour ça que je vais commencer par là. Parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas souvent fait, et j'appellerais ça l'archéologie fiscale. Vous êtes remonté assez loin dans les discussions, dans les visions, dans les approches des nations. Et je pense que c'était la base qu'il fallait faire, et vous avez vraiment bien orienté. Et j'ai pas l'habitude de faire que des compliments. Votre rapport, parce qu'on n'est pas sur de la philosophie fiscale, on est sur l'archéologie fiscale. Et je pense que c'était le bon démarrage, et je vous en félicite. Parce que vous avez expliqué pourquoi la taxe, pourquoi pas la taxe, en fonction de l'histoire des pays. Et ça, je pense que c'est ce qu'on oublie souvent, nous, législateurs. On devrait le faire pour nous, la nation, mais on le fait pour l'Union européenne. Donc, merci d'avoir fait cet élément-là. Effectivement, vous avez fait un petit pavé d'une centaine de pages et tout le monde doit le lire et j'espère que nos collègues le liront. C'était une première remarque. Donc, travail à continuer sur ces sujets-là. Je pense qu'on en a beaucoup. Ma première question, et elle rejoint ce qu'avait dit Frédéric, c'est à quoi sert la fiscalité qu'on veut mettre en place à l'Union européenne. Je crois que le premier sujet, il est là. Et je voulais avoir votre avis si on doit plutôt aller sur... Bon, il y a 3 thèmes, hein, le capital, le travail et la consommation. Est-ce qu'on doit en privilégier un ou est-ce qu'on doit aller sur les 3 ? Et le deuxième élément, c'est est-ce qu'on doit privilégier l'indirect ou le direct ? Globalement, on est sur de la pure fiscalité. Et c'est une question, elle n'est peut-être pas obligée de répondre de façon claire, mais ma réflexion, elle est, est-ce qu'on ne doit pas privilégier un seul élément et une seule type de fiscalité pour pouvoir aboutir ? Première question. La deuxième, elle rejoint, et c'est pas souvent qu'on évoque le recouvrement, hein, M. Gutmann, et moi je suis un fan des collectivités, et quand on ne recouvre pas l'impôt, ça n'a pas d'intérêt de voter les taxes. Et aujourd'hui, on est dans ce cas-là. Et je pense qu'on est dans ce cas-là même pour la France, souvent. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont évolué. Et André est souvent un défenseur, non, pardon, un opposant aux paradis fiscaux, et il a raison. Et on a un sujet recouvrement, et je crois que ce sujet-là est très peu évoqué. Et je voulais savoir si, dans votre rapport,
il ne serait pas bon d'ajouter dans quelque temps la logique du recouvrement pour compléter ce que vous avez fait. Parce que la fiscalité sans recouvrement, elle n'existe pas. Et c'est rare qu'on évoque ce sujet-là, mais ce n'est pas la peine qu'on légifère au niveau européen si on n'a pas de recouvrement au niveau de la boîte à outils. Donc ma question, est-ce que vous allez continuer sur cette logique-là du recouvrement? Troisième élément, je vais essayer de ne pas être long, mais c'est difficile parce qu'on a beaucoup de sujets. Je compare souvent les nations à la commune et l'État à l'Union européenne. Et quand on a créé les EPCI, on avait deux solutions. Soit on faisait de la fiscalité additionnelle, soit on faisait de la fiscalité directe unique. Et je voulais savoir si vous êtes plutôt favorable à l'un ou à l'autre, parce que je pense qu'on ne peut pas faire les deux à l'Union européenne et qu'on est en train de se tromper. Et ma question arrive très clairement à la fiscalité, par exemple, de la taxe plastique qu'on n'a pas évoquée là, mais qui est une proposition. Vous connaissez tous mon avis, hein, je l'ai toujours donné. Est-ce que la fiscalité ciblée sur ces points-là est un avenir? Point d'interrogation. Et enfin, pour ne pas être trop long, on a évoqué l'emprunt pour le futur, et on l'a évoqué hier aussi. Et je pense très sincèrement que ce que j'ai dit hier, et je vais confirmer, on est dans l'obligation de trouver des ressources pour l'Union européenne. Et étant donné qu'on a déjà la logique à quoi va servir l'argent, il faut qu'on trouve l'imposition qui sera en rapport avec quoi va servir l'argent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans la logique de la compétence, en lien avec la fiscalité, et qui amène à la responsabilité. Et je crois, dans les prochains travaux de l'Union européenne, et probablement les nôtres, puisque la partie ressources propres nous concerne, nous devons regarder ce qu'on met dans le plan de relance, à quoi ça sert, et qui on doit taxer derrière. En fait, on inverse peut-être le système. Je vous propose de travailler sur cet élément-là et un peu votre avis. Je m'arrêterai là, à la fois parce que j'ai déjà 20 minutes de retard pour le PLFR, et qu'on nous sonne toutes les 2 minutes, t'as vu Xavier, mais c'est tellement passionnant qu'on pourrait passer des heures, et je pense à construire la future archéologie, je reste en mode archéologie, la future, ou le futur avenir de la fiscalité sur l'Union européenne. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai aussi une dernière question qui s'adresse peut-être plus particulièrement à Maître Gutmann. C'est vrai que la question de la double imposition est quand même une question assez cruciale aussi pour l'Union européenne, ou plutôt pour le citoyen. Si on pense à 120 millions de citoyens qui vivent ou travaillent dans un autre État membre que leur État d'origine, mais qui gardent quand même peut-être d'un point de vue patrimonial encore des attaches dans leur autre pays, on pourrait presque parfois considérer que c'est une entrave à la libre circulation, et c'est peut-être, même si ça ne rentre pas tout à fait dans le champ de la non-discrimination telle que prévue dans les traités, est quand même une forme de discrimination par rapport à un résident, par rapport à quelqu'un qui reste toute sa vie dans le même État membre. Et merci d'évoquer des pistes. Merci Madame la Présidente. Je voudrais répondre à Aude, et notamment aux questions posées. Vous nous interrogez, et notamment sur la pertinence de cet outil centralisé et public et en lien avec les rescrits fiscaux. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, pour autant que je sois député de la 3e circonscription de Meurthe-et-Moselle, ça me donne l'occasion de pouvoir le souligner, au-delà du fait que ça puisse être, et je le dis assez souvent, la plus belle des 577 circonscriptions. La mienne jouxte les frontières belges et luxembourgeoises. Donc un vrai sujet au niveau des rescrits. Donc c'est pour ça que je me suis permis évidemment de rebondir et à la question posée, et de donner quelques éléments à ce sujet. Parce qu'il est vrai et notamment en 2014, ces sujets ont posé quelques problèmes politiques, et même à l'intérieur du pays, et qui avaient entraîné d'ailleurs la démission, et à l'époque de M. Juncker, qui était Premier ministre luxembourgeois et remplacé par Xavier Bettel. Alors, à la question posée, et notamment sur cet outil centralisé, oui, l'outil existe auprès des administrations fiscales, et grâce à des actions résolues qui avaient été proposées par l'Union européenne, et notamment en matière d'échange d'informations au sein de l'Union européenne, ce qu'on appelle le DAC 1 à 6 en matière d'évasion fiscale. Alors, moi j'estime qu'il est bien dommage que cet outil ne soit pas public.
parce qu'il permettrait évidemment de comparer, et d'évaluer et de flécher les entreprises vers les États membres. Et le fait que ces informations ne soient pas publiques, évidemment, en tout cas m'interroge particulièrement, parce que on voit bien là que ce manque d'informations, et au regard du citoyen lambda européen, nous amène justement à penser que le système est fermé, verrouillé, masqué, et lorsque l'on parle de fiscalité, la transparence me semble être, en tout cas, aller de pair. Dans la perspective justement des réformes fiscales initiées sur la fiscalité des entreprises, l'Union européenne applique la logique du reporting pays par pays. Donc ça se fait, introduit par le dispositif BEPS de l'OCDE, qui permet de connaître le montant de la richesse taxable produite par les entreprises, en l'espèce le bénéfice qui est l'assiette taxable de l'IS. Donc cet outil existe. Je pense qu'on devrait notamment s'interroger sur le futur sujet pour la prochaine sous-commission permanente de l'Union européenne, et à savoir justement si ce sujet pourrait être au cœur des débats au sein du Parlement européen. C'est un véritable sujet que d'évoquer, ou en tout cas de travailler sur la lutte contre la fraude fiscale. Donc il est vrai que c'est un sujet qui devrait, en tout cas, on l'entend et ça et là, être évoqué au sein du Parlement européen. Concernant la deuxième question que vous nous posiez, notamment sur le système de vérification centralisé au niveau de l'Europe, ce système existe également déjà, il est probablement amélioré, et l'affaire, et on l'évoquait, et M. Chassaigne l'évoquait tout à l'heure, l'affaire des rescrits luxembourgeois et belges de 2014, auprès de nos administrations fiscales respectives, ont évidemment posé problème. Un rescrit est une prise de position du fisc sur un cas compliqué, ou du moins inhabituel. Il conforte une sécurité juridique aux entreprises, mais peut octroyer des avantages fiscaux pour attirer certaines sociétés holding par un taux d'imposition très faible. Ça, on est d'accord. Mais pour autant, suite, et je l'évoquais tout à l'heure, aux affaires LuxLeaks en 2014, la Commission a adopté le paquet de transparence fiscale, et plus spécifiquement l'extension de l'échange automatique au rescrit. Je l'évoquais tout à l'heure, et notamment aussi par la directive DAC 3 du 8 décembre 2014, qui impose un échange automatique sur les rescrits accordés à des entreprises pour le traitement fiscal d'opérations transfrontalières. De fait, chaque administration doit transmettre en réalité au service du contrôle fiscal des pays ces informations. La question, et je pense que cette approche, et notamment M. Gutmann, évoquait un sujet très très important. Parce que pour autant qu'il y ait des accords entre pays, et même parfois au sein de l'Union européenne, c'est peut-être plus facile lorsqu'il s'agit en fait de pays intra. Ça l'est beaucoup plus. Mais ça a été évoqué tout à l'heure, et notamment par M. Chassaigne. Vous disiez que la liste des paradis fiscaux, en tout cas aucun pays européen n'y figure. Mais évidemment, tout le monde a signé justement ces conventions. Le gros problème est de savoir si dans la réalité, dans les faits, c'est véritablement appliqué. Alors c'est plus facile en intra, mais ça nous invite justement à avoir une réflexion, et notamment de manière générale et au niveau international, et à savoir si tous ces accords, et vous l'évoquiez tout à l'heure, sont véritablement respectés, parce qu'il est à noter en tout cas que sur la position des rescrits fiscaux, même si en Europe, évidemment, tout est encadré, la véritable question est de savoir si, au-delà du cadre, si c'est bien vérifié. Et on l'évoquait tout à l'heure, et notamment sur le fait que ça puisse être publié et donc public. Et c'est vrai que ça interroge et largement, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai parfois le sentiment que nous apportons plus de questions, parce que les réponses évidemment elles sont tellement multiples dans ce rapport plutôt que de solutions. On l'évoquait tout à l'heure, les solutions sont bien difficiles au regard du fait que nous sommes évidemment dans une organisation à 27 et que chacun a là évidemment une approche différente. En tout cas, voilà pour y répondre et de manière le plus précise possible. Pour évoquer notamment les sujets que M. Chassaigne soulignait, et notamment sous le prélèvement de l'impôt. C'est vrai que ça reste anecdotique, mais l'Union européenne prélève l'impôt, et notamment en lien avec, par exemple, les revenus des agents européens. Je le vois. D'ailleurs, je crois savoir, M. Chassaigne,
et sans vouloir vous contrarier du tout. Moi, j'ai travaillé 18 ans au Luxembourg, que vous connaissez très bien le Luxembourg. J'entendais la semaine dernière que vous aviez d'ailleurs, je pense même un membre de votre famille qui travaillait à la BEI, donc vous connaissez. Et d'ailleurs, et tous ces fonctionnaires européens, le prélèvement à l'impôt se fait. Alors certes, ça se fait, c'est peut-être anecdotique, mais en tout cas, ça se fait. Elle récolte aussi d'autres ressources fiscales, et notamment les droits de douane. Et c'est fait. Donc dans cette architecture, il est possible en tout cas que le prélèvement de l'impôt puisse se faire. Il n'y a pas de raison de penser que sur des sujets plus vastes, certes, elle ne serait pas en mesure de pouvoir le faire. En tout cas, moi j'en suis même convaincu. Quand il s'agit justement de prélever, j'allais dire sur une remarque bien locale, 3 ou 4 ou 5 ronds qui correspondent à des milliards, je pense que l'Europe est probablement en mesure de se structurer pour aller et prélever l'impôt comme il se doit, avec toutes les difficultés certes que ça peut représenter. Vous l'évoquez effectivement, et notamment sur les différents sujets. On l'évoquait hier, et vous avez raison, hier soir à 21h30 lors de nos débats, on parlait de la TASCOM et du fait justement de pouvoir passer la frontière et d'avoir bien du mal justement à considérer ces entreprises comme étant imposables dans le pays. Ça invite, parce que le sujet était différent, mais à la limite, la problématique est la même à l'échelle nationale qu'internationale. Il est vrai, et vous le soulignez, alors sans vouloir paraphraser, vous avez parlé de chimère, et en parlant d'harmonisation, alors moi qui écoute évidemment beaucoup Aznavour, vous connaissez cette chanson, Le Palais de nos chimères, vous l'évoquiez tout à l'heure, et au niveau de l'harmonisation fiscale, force est de constater, en tout cas à travers ce rapport, que nous soulevons bien des interrogations, je l'ai dit précédemment, bien plus que des solutions. Quant à pouvoir imaginer qu'il s'agit là de chimère, je n'ai pas la même approche que vous. En tout cas, le mot est fort, mais je vous sais assez habile pour utiliser des mots qui marquent, d'où le fait de vous répondre. Je pense qu'évidemment, nous devons et avoir à ce niveau-là une approche globale. Ça a été souligné par bon nombre d'entre vous, je dirais l'architecture de ce rapport, c'est de pouvoir considérer que cette position franco-française, et qui consiste à dire très très souvent que les Français ont raison et qu'il ne faut évidemment pas écouter son voisin, on a mis véritablement ça de côté, considérant encore une fois que les approches sont différentes en fonction des pays et en fonction évidemment même parfois de leur culture et des différents systèmes mis en place tant au niveau fiscal que social, on l'a dit à travers ce rapport. Vous évoquiez également la taxe GAFA. Et pour autant que vous soyez et rarement en accord, si je puis dire, avec ceux ou le précédent gouvernement qui avait mis en place cette taxe GAFA, j'entendais, et c'est pour ça d'ailleurs que je le souligne, que vous étiez en accord avec l'approche, et notamment quant à la mise en place de cette taxe GAFA. Alors évidemment, je me permets de faire ce commentaire et de rebondir sur votre remarque. Ça a été souligné, c'est bien l'un des points pour lesquels nous sommes en désaccord, et notamment cette taxe GAFA. Effectivement, moi je partage de manière plus modérée l'idée que de baser cette taxe sur le chiffre d'affaires ne soit pas forcément la meilleure des choses, et on sait pourquoi, je pense que tu nous le diras tout à l'heure. Mais pour moi, ça ne relève pas, en tout cas, je pense que le sujet n'est pas là, n'est pas véritablement de savoir si la manière dont elle est structurée est la bonne. Je pense que c'est un message politique qui est porté. Et pour autant que l'on puisse, évidemment, parfois, certains s'asseoir sur le fait que ça puisse ne rapporter que 350 millions. Permettez-moi de souligner que 350 millions, et d'ailleurs on parle maintenant de 500, parce qu'au vu justement des ventes et du chiffre d'affaires en forte augmentation durant cette période sanitaire du Covid-19, que cette taxe devrait rapporter à hauteur de 500 millions, parce qu'on voit bien que Amazon, pour ne pas le citer, a explosé ses ventes. Je pense qu'au-delà, son application, elle invitait en tout cas la France à poursuivre, ou en tout cas entamer des négociations au niveau de l'Europe. On le voit bien que parfois ces négociations ont achoppé, mais que c'est une approche politique. Alors on peut évidemment, et j'entends Frédéric pouvoir souligner le fait que les Américains posent des conditions, qu'ils se présentent là comme étant évidemment poser des conditions quant au fait que si une taxe européenne existait, que les négociations se stopperaient. Moi je n'y crois pas. Je pense que, bon après c'est non pas une posture, mais c'est évidemment un commentaire qui est formulé par la position américaine. Il est vrai que ça nous invite, et on voit que les négociations européennes n'ont pas abouti.
Moi, quand j'observe que la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, pour ne pas les citer, ont instauré cette taxe, que d'autres pays ont fait des annonces officielles, ou en tout cas des intentions de mise en œuvre, comme la Norvège, le Danemark ou la Roumanie par exemple, ça nous invite justement à nous interroger, en tout cas pour ma part la réponse je l'ai, quant au fait que cette taxe GAFA instaurée en France soit vraiment bénéfique. Ça nous invite évidemment, parce qu'elle va disparaître, en tout cas il faut l'espérer, que dans les mois qui viennent, et même si la situation américaine, je pense que c'est le calendrier électoral aussi qui nous fait quelque peu... Bon, il y a la crise qui nous a privés de 3 ou 4 mois de négociations, parce qu'évidemment, avec d'autres sujets plus importants, ça a été souligné, une approche au niveau international, en tout cas une taxe au niveau international devrait voir le jour, moi je pense plutôt en 2021 évidemment. Je pense que le résultat des élections jouera considérablement dans la balance, parce que si le président Trump est reconduit, évidemment on connaît sa position, ce qui ne signifie pas pour autant qu'une fois installé en 2021, parce que l'élection a lieu en novembre, mais son installation au mois de janvier, il est vrai que si c'est Joe Biden qui gagne l'élection, on risque évidemment, parce que sa position n'est pas claire, j'ai eu l'occasion d'aller voir dernièrement, sa position n'est pas si claire que ça, mais en période électorale, rien n'est clair, hein, tout le monde joue un peu sur les ambiguïtés. Il est vrai que ça pourrait prendre plus de temps, mais moi je pense qu'il faut encore une fois se satisfaire de cette approche et de taxe GAFA française qui, et je l'espère, et je forme le vœu qu'elle puisse disparaître au bénéfice d'une taxe au niveau international. Elle aura eu au moins le mérite de relancer le débat et d'ailleurs de le maintenir, parce qu'on le voit bien par les déclarations de chacun que le sujet est là, et je reste assez convaincu qu'à défaut d'évoquer un sujet, il serait, et à mon sens, tombé dans les oubliettes, et pour autant, même si la solution n'est pas prévue pour demain, pour autant que l'on puisse maintenir un sujet à la surface, c'est déjà commencer, ou en tout cas en partie le résoudre. Voilà en tout cas sur les taxes GAFA. Je ne pense pas avoir été très long, peut-être pas répondu à toutes les questions, mais étant assez long, je vais te donner la parole, ne m'interdisant pas évidemment sur le sujet de pouvoir réagir ultérieurement. Oui, ben, je vais quand même aussi... Il y a beaucoup de choses, donc merci vraiment. Parce que justement... vous aviez évoqué le fait qu'on nous avons posé beaucoup de questions et pas beaucoup de solutions. Moi, je pense qu'on quand même, on a essayé de... Le problème, c'est pas obligatoirement les solutions, mais c'est le chemin. Et le chemin, c'est le pragmatisme. C'est que on peut continuer à dire qu'on fait des choses politiquement, parce que ça, on le répète. Mais enfin, si ça n'atterrit jamais, je pense qu'on est à un moment historique où, si ça n'atterrit pas, sur les citoyens, il y aura un problème. Alors on peut continuer à dire réponse politique, machin et tout, mais si ça n'arrive pas, il y aura un problème. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié vos interventions, parce qu'effectivement, c'était un peu d'avoir des outils un peu pragmatiques, et donc que tout le monde l'a souligné, hein, sur le recouvrement, franchement, c'est des pistes intéressantes, puisqu'évidemment, ça ne sert à rien de voter toutes ces choses-là si effectivement, de toute façon, on ne peut pas les récupérer. Je pense aussi d'ailleurs que c'est exactement le message que nous envoient les pays qu'on n'aime pas trop, entre guillemets, les quatre. À chaque fois, ils ne sont pas du tout, on l'a redit hier, contre la solidarité, ils sont sur l'efficacité, la responsabilité. Donc je pense que ça reste un chemin de solutions, d'aller quand même chercher des chemins qui restent réalistes et qui ne sont pas juste, intellectuels ou philosophiques, parce que on ne peut plus se le permettre. Donc j'espère qu'on pourra avancer ensemble. Donc je pense que Aude a eu effectivement ces réponses très précises de Xavier, qui est spécialiste de tout ça, étant transfrontalier, voilà. Mais c'est vrai qu'on sait tous que le taux légal n'a rien à voir avec le taux effectif, et qu'il y a des outils évidemment pour le permettre. André a posé beaucoup de questions. Donc je vais essayer d'y revenir. Alors sur mes amis Pays-Bas. Les Pays-Bas. Bon, il n'y a pas que les Pays-Bas, on a été aussi... L'ambassadeur est convaincant. Non, en fait, c'est parce que l'ambassadeur des Pays-Bas, on a continué à discuter avec lui aussi sur notre rapport qu'on a présenté hier, et c'est pour ça qu'on a eu les deux, Pascal Saint-Amand et lui, c'était ceux avec qui on updatait des choses qui nous permettaient effectivement, parce qu'ils sont quand même très précis, et ça permettait de connaître. L'ambassadeur des Pays-Bas connaît par cœur
le système européen, et il était capable de nous dire ce qui s'était dit entre Mark Rutte et Macron, ce que ne sont pas capables de dire beaucoup de gens. Mais sinon, pour revenir plus sérieusement sur le sujet, les Pays-Bas, justement, on l'a rappelé dans la communication et dans le rapport, ont participé à BEPS et à tous ces outils qui font effectivement qu'ils acceptent l'idée qu'ils doivent évidemment réduire tout ce qui favorise l'optimisation fiscale agressive. Eux-mêmes ont dit que il nous l'a avoué, parce que je pense qu'il a la capacité de le faire, de dire que c'est un avantage compétitif auquel beaucoup de pays sont attachés encore plus que les Pays-Bas, la Hongrie, l'Irlande aussi, etc. Faut se rappeler que ces pays, tu as dit, André, c'est un peu systémique, ce n'est pas lié... non, c'est des petits pays. Nous, je veux dire, ce qu'il faut qu'on sache, nous, on est des pays de consommation avec beaucoup, effectivement, d'habitants. C'est sûr que quand on discute des déplacements de la base fiscale, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des pays pour lesquels c'est terrible. Parce que si c'est en fonction des consommateurs, comment tu fais quand tu es en Irlande ou quand tu es dans des plus petits pays? Donc eux-mêmes, c'est normal quand même qu'ils soient attachés à garder des recettes et qu'ils aient dû trouver d'autres manières d'attirer les gens. Après, maintenant, on est dans un système de rapprochement et de convergence, donc ils font ces efforts-là. Ce que je trouvais très intéressant, Frédéric m'a trouvé ça, et c'est très intéressant, parce que si on revient sur le sujet d'hier, on évoquait la conditionnalité. On a discuté de la conditionnalité. On disait bien que le plan de relance européen n'avait pas de conditionnalité, mais que les pays, les quatre pays, tenaient à ce qu'il y ait un lien avec les semestres européens, avec les recommandations. Et ces fameuses recommandations, je pense que tu as tendance à penser que quand c'est la conditionnalité, c'est toujours comme tu évoquais hier, austérité. Ouais. Mais il faut savoir que voilà, il y a d'autres sujets, comme Alexandre l'avait dit hier, l'état de droit. Et notamment sur les Pays-Bas nous ont dit deux choses. Ils nous ont dit, nous aussi, on est touché par les recommandations et on doit faire des réformes. C'est pas les mêmes. Par exemple, ils ont évoqué de manière très transparente le fait que, effectivement, leur dette publique était beaucoup moins importante que la nôtre, mais qu'ils avaient une dette privée significative, puisqu'effectivement, beaucoup de choses passent par les citoyens eux-mêmes, et que ça, ils doivent aussi regarder. Ils ne disent pas qu'eux, ils sont géniaux et que les uns... Et là, ce qui est très intéressant, c'est effectivement, dans les recommandations, il y a la lutte, dans les recommandations générales de l'Union, il y a la lutte contre la planification fiscale agressive de la Commission européenne, et elle vise elle-même, donc c'est l'Europe qui vise Chypre, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas. Et dans les recommandations donc, qui sont spécifiques aux Pays-Bas, qu'on leur demande de respecter, si eux disent qu'il faut un lien entre les recommandations et le plan de relance européen pour pouvoir éventuellement à un moment donné arrêter les paiements, ils seront affectés eux-mêmes par ça. Et dans les propres recommandations, il y a à prendre des mesures pour corriger intégralement les particularités du système fiscal qui facilite la planification fiscale agressive. Bon, bref, je passe les détails. Donc, en gros, quand on dit « Oh là là, il ne faut pas lier les choses, il ne faut pas lier, j'allais dire... l'emprunt européen ou des choses comme ça à des réformes structurelles, dans les réformes structurelles, ça en fait partie. Donc je pense que c'est pour ça que moi je suis très attachée à ce que, alors c'est peut-être notre divergence, à ce qu'on revienne toujours vers un peu plus de technique en la rendant accessible, parce que les positions politiques, finalement, plus personne se parle, plus personne n'écoute, plus personne ne sait pourquoi les uns font ce qu'ils font, et c'est là qu'on arrive au blocage, puisqu'on s'oppose de manière politique, on ne s'oppose pas de manière... voilà, donc ça c'était sur les PA. Sur ça, c'est deux trucs sur le libéralisme. Par principe, on peut dénoncer l'ultralibéralisme. Le libéralisme, c'est normalement des règles. Sauf qu'il faut évidemment doser à quel niveau elles sont et de quelle nature elles sont. Et non faussé, ça veut dire absence de concurrence. Ouais, donc voilà, donc c'est pour dire qu'à chaque fois, quand on rajoute... Parce que je disais, Jean-Luc Mélenchon parle toujours de concurrence libre et non faussée. On va lui dire, si c'est non faussé, il n'y a pas de problème. Sauf que le problème, c'est que justement, c'est faussé.
c'est tout le temps faussé. Avant de venir à la taxe GAFA, lever l'impôt, je pense que là, c'est un sujet majeur. Mais alors là, si c'est compliqué le plan de relance européen, lever l'impôt, c'est là où on a effectivement des blocages très forts. Et pas que des blocages justement idéologiques, mais parce que effectivement, si il n'y a pas tout ce travail dont Maître Gutmann a parlé, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'efficacité et de responsabilité, ces pays-là ne veulent pas que l'impôt soit levé pour on ne sait pas pourquoi, on ne va pas vérifier que les choses se passent correctement, etc. Donc en gros, ce sujet, il est vraiment lié à la capacité de flécher, d'évaluer, de pouvoir rendre les pays responsables. Donc eux, ils mettent ça avant. Mais ils n'ont pas tort, parce que je pense que nous-mêmes, on n'a pas intérêt à ce que l'argent aille n'importe où. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant ce qu'a dit Christophe. Je trouve que sa quatrième proposition est intéressante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on déconnecte totalement les impôts ou la nature des ressources propres des objectifs, il y a quand même aussi un vrai sujet. Lui, c'est intéressant, je trouve, philosophiquement, quand il dit, finalement, si on doit parler de l'impôt, pourquoi on ne réfléchit pas à pourquoi faire, qu'est-ce qu'on veut faire, et que l'impôt est un peu un lien avec, évidemment, les objectifs qu'on se donne, parce que sinon... on ne comprend plus rien à rien. Et donc, moi, je trouve que c'était plutôt intéressant. Logique de recouvrement, ça, c'est fiscalité additionnelle ou unique directe. Alors ça, oui, la question de Christophe, mais bon, il n'est plus là, mais... moi, je ne pense pas qu'on peut choisir vu la complexité des systèmes fiscaux, on ne peut pas en privilégier, on peut pas privilégier direct, indirect, social ou autre, parce que justement, on n'y arriverait pas. Juste pour la petite anecdote, espace fiscal européen, c'était déjà un changement de nom, puisqu'au départ, on ne sait plus comment ça s'appelait, harmonisation fiscale. Et, alors, quand on allait voir des pays, ils ne comprenaient même pas de quoi on leur parlait, parce que ils disaient ça, c'est un truc français. Donc on s'est dit, on va arrêter d'appeler ça comme ça, parce que nous disaient, c'est quoi ces Français qui veulent harmoniser donc déjà le 1, et donc déjà c'était une manière de dire, non, espace fiscal européen, on n'a pas voulu mettre au pluriel, parce que alors là, c'était pas obligatoirement non plus la bonne chose, mais c'était... Alors sur la taxe GAFA, je vais quand même... de toute façon, pour moi, c'est un sujet dont il sera intéressant de reparler dans X temps. On peut avoir des positions aujourd'hui, mais on verra où ça atterrit. Moi, je le redis, je pense qu'on ne peut pas apporter que des réponses politiques quand elles n'ont aucune efficacité, j'allais dire, technique, économique ou sociale. Parce qu'à un moment donné, ça va se voir quand même. Donc je redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Une taxe sur le chiffre... je veux dire, ça me fait penser à la taxe carbone. On donne un objectif, et en fait, la manière de l'atteindre n'a rien à voir avec l'objectif. Donc, ce qu'on a dit en France, c'était au moment des Gilets jaunes, puisqu'on l'a fait voter pendant les mesures Gilets jaunes pour dire que c'était une réponse politique aux Gilets jaunes. Et qu'est-ce qui a été dit? C'est pour réduire la concurrence, quoi. C'est parce que ces géants du numérique ne payent pas assez d'impôts, et c'est pour réduire la concurrence déloyale entre justement ces géants et nos entreprises. Et on prend une taxe sur le chiffre d'affaires qui ne touche pas l'impôt, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Maître Gutmann, c'est que depuis le Big Bang fiscal américain, ces gens-là payent leurs impôts quelque part quand même. Ils les payent aux États-Unis. On avait regardé avec Charles de Courson, très attaché à ça, les niveaux d'impôts. C'était pas, ça allait, hein, ils en payaient des impôts, sauf qu'ils ne le payent pas effectivement chez nous. Donc on dit que c'est pour qu'ils payent l'impôt chez nous, donc ça ne change rien à l'impôt, et on met une taxe qui fait une concurrence qui en fait qui abîme nos propres entreprises françaises européennes. Et Bruno Le Maire, quand il l'a présenté pour dire qu'en gros c'était pas si grave que ça, il a dit des choses horribles sur les entreprises françaises en disant de toute façon elles sont parce qu'il y a une franchise. Il l'a dit dans l'hémicycle. En gros, elles sont tellement nulles nos entreprises qu'elles seront dans la franchise. Bah non, parce que évidemment c'est pas vrai. Il y a toutes les entreprises dont je vous ai parlé. Il y a Amadeus qui paye 100 millions d'euros d'impôts en France. Donc déjà, on donne une réponse qui ne correspond pas à ce qu'on dit. En partie un mensonge en disant qu'ils ne payent pas d'impôts. Ils en payent un peu plus même que certaines entreprises françaises
après toutes les défiscalisations, les grandes entreprises du CAC 40 qui peuvent en payer que 8 ou 9%. Donc, voilà. Donc déjà, il y a ça. La deuxième chose, je vous l'ai dit, c'est qu'elle est répercutée sur les opérateurs économiques ou sur le consommateur. Donc moi, une taxe qui est payée par effectivement des citoyens ou des entreprises plutôt, et qui est finalement donc répercutée sur elle, je veux dire, c'est dramatique parce que finalement ils payent 2 fois. Donc surtout que les Américains ont demandé une espèce de remboursement. Donc ça serait intéressant si quand le remboursement arrive, si on le fait vraiment, puisque ça veut dire qu'on aura à la fois le citoyen aura payé et en plus il le paiera en tant que contribuable. Donc pour moi, elle n'est donc déjà elle ne produit pas, puisqu'on l'avait donné comme réponse aux Gilets jaunes, mais quelque part on fait payer nos entreprises. La deuxième chose, c'est que c'est un outil de chantage qu'ont les Américains, parce que légalement ils l'ont. C'est la section 301, c'est ça. C'est-à-dire que une taxe sur le chiffre d'affaires, c'est comme un droit de douane. Donc, d'une certaine manière, on peut l'assimiler. Donc, de toute façon, ils ont la capacité de rétorsion légalement. Donc, ce que les Américains... l'idée, je pars de l'histoire de l'OCDE, qu'ils y soient dedans ou pas dans les discussions, parce qu'il y aurait cette taxe ou pas. Mais ils ne vont même pas attendre ça. Et moi, je peux vous dire, j'ai été informée, je ne sais pas s'ils le feront, mais je crois que très prochainement, dans quelques jours, ils vont annoncer, normalement, des taxes hyper importante, effectivement. Ils vont passer à l'exécution de leurs menaces puisque c'est autour de 2 milliards, je veux dire, on parle de 500 millions, il n'y a même pas 500 millions, on a à peu près 300 millions, ça sera de 2,5 milliards. Et ils vont le faire. Ils n'attendent pas les discussions au CDE. Ils vont le faire parce qu'effectivement, ils sont en campagne électorale. Et franchement, ce n'est pas un problème républicain ou démocrate, puisque Obama était aussi sur la même ligne. Donc, il n'y aura pas de... Les entreprises américaines, ça reste des entreprises américaines, qu'on soit républicain ou démocrate. Et le blocage, effectivement, est au Congrès. Il y a un petit blocage et c'est pour ça qu'on attend les élections parce que c'est le Congrès qui bloque le fait que des entreprises américaines puissent être taxées. Et curieusement, Trump, c'était le premier à avoir ouvert. Obama avait bloqué toute cette discussion sur le déplacement de la base fiscale, qui peut évidemment être nuisible aux Américains. D'où le fait que Pascal Saint-Amand, l'intérêt de Pascal Saint-Amand, c'est qu'il ne peut pas résoudre tout seul, ouais, évidemment, puisqu'il n'est pas. Il n'est pas politique, mais il peut résoudre les problèmes techniques qui font que les gens n'ont pas le sentiment qu'ils perdent trop d'impôts. Donc voilà. Donc tout ça pour dire. Je finis juste sur ce sujet-là. On en reparlera. Je pense que c'est la pire des taxes parce qu'elle va non seulement pas rapporter ce qu'on veut, mais en plus, elle va nous conduire à être taxés de manière très très forte par les Américains. Merci. Sujet passionnant, mais j'aimerais laisser encore la parole à Maître Gutmann sur tout ça. Et j'aurais peut-être encore une petite question supplémentaire, mais on n'a plus beaucoup de temps parce que sur la question de l'ISF, ce qui fait autant de bruit toujours partout, où il y a des grandes batailles politiques autour de cette question, mais là aussi, je crois qu'on est le seul État membre à encore avoir une forme d'ISF quand même, hein, parce que chez nous, la réintroduction, là aussi, fausse quand même un petit peu l'approche. Si il y a quand même beaucoup de personnes privées qui imaginent de s'installer ailleurs avec ça. Enfin, quelle est votre, en tant que fiscaliste, votre appréciation non politique, je dirais, sur cette question, très pragmatique? Alors, il y a énormément de choses qui ont été abordées, donc j'avoue ne pas trop savoir par où commencer, mais je vais commencer par la fin, du coup, ça va être le plus simple. Alors, on a effectivement un impôt sur la fortune qui est immobilière désormais, donc c'est l'IFI, qui effectivement n'a pas beaucoup d'équivalent. Enfin, c'est vrai qu'il y a peu d'États en Europe qui ont des impôts sur la fortune.
Cela dit, bon, des impôts sur les actifs immobiliers, il y en a quand même dans pas mal de pays d'Europe, et à cet égard, on n'est pas complètement isolé. Peut-être que ce qui fait un peu la spécificité de la France, c'est qu'on a une somme d'impôts sur la même assiette, c'est-à-dire on a l'IFI, la taxe foncière, et donc en fait c'est le cumul. Tant qu'il y avait un ISF, la taxe foncière avait une raison d'être philosophique. IFI plus taxe foncière, la seule raison d'être, c'est collectivité locale versus, budget général. Mais c'est vrai que d'un point de vue pour le contribuable qui, lui, se préoccupe pas tellement de ces affaires-là, ça pose une petite question. Oui. Bon, donc, enfin, c'est vrai qu'il y a quand même, de façon générale, une imposition du capital en France qui est relativement forte en comparaison de ce qui existe dans d'autres États européens. Et il y a là-dessus des travaux du Conseil des prélèvements obligatoires auxquels je renvoie pour évaluer le pour et le contre de ce type d'imposition. Madame la Présidente, vous avez aussi posé la question de la double imposition et de la discrimination. Alors c'est une question qui a reçu une réponse en droit positif, c'est-à-dire qu'il avait été soutenu devant la Cour de justice, que l'existence même d'une double imposition juridique sur les mêmes revenus pouvait être considérée comme contraire aux libertés fondamentales protégées par le traité, et la jurisprudence de la Cour est très claire, et elle a été réitérée à plusieurs reprises, et elle consiste à dire que le simple fait que deux États imposent la même base n'est pas en soi contraire au traité. C'est pas en soi contraire au traité, parce que d'après la Cour, il n'y a de discrimination que si un État applique des règles différentes selon qu'on est en présence d'une situation interne ou d'une situation transfrontalière. Mais si deux États font chacun le choix, séparément, parallèlement, d'imposer la même assiette, c'est la faute à personne, en quelque sorte. Si, Non, alors il fut un temps où le traité contenait un article 293 qui disait que les États s'efforcent de résoudre les problèmes de double imposition. Mais c'était une obligation de moyens et pas de résultat. Et puis de toute façon, cet article a été supprimé. Alors il y a de beaux esprits qui ont dit que puisqu'il a été supprimé, c'est que c'était devenu une obligation de résultat. Mais c'est pas ce que juge la Cour de justice. Donc en fait, le seul moyen aujourd'hui pour résoudre ce problème, c'est vraiment c'est d'avoir une approche procédurale de la chose, en fait, et de forcer les États à essayer de se mettre d'accord. Et c'est ce qu'essaye de faire la directive dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est évidemment très insuffisant, puisque... Oui, c'est bon pour les fiscalistes, qui n'ont pas besoin de ça, cela dit, pour gagner leur vie. Ensuite, alors, moi, il y a un point sur lequel je voudrais revenir quand même, c'est celui qui avait été évoqué au départ, qui était celui des rescrits et du caractère public des rescrits et des déclarations pays par pays. Je voudrais juste en dire un mot, parce que j'ai quand même l'impression que sur ces questions-là, il y a, comment dire, il y a quelques idées fausses, enfin, et peut-être une incompréhension des enjeux. Alors ensuite, on peut déboucher sur l'idée qu'il faut que tout soit public, hein, mais juste, je voudrais juste vous présenter ma façon de voir les choses. Tous les rescrits, tous les scandales, LuxLeaks, machin, tout ce qui est sorti dans la presse, ils sont sortis sur des pratiques qui existaient effectivement, mais qui aujourd'hui sont quand même très largement, sont devenues quasiment inexistantes, précisément parce que l'Europe a fait son travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États qui délivraient des rescrits totalement fantaisistes pour exempter de l'impôt en contradiction avec les règles de droit commun un certain nombre d'entreprises, ces États-là, ils ont été pourchassés par la Commission sur le terrain des aides d'État. Alors, certes, la jurisprudence que vous citez dans votre rapport est pour l'instant en phase de construction, et puis on voit d'ailleurs que la Commission ne gagne pas à tous les coups. Mais la contrainte que représente le droit des aides d'État est une contrainte considérable qui a changé les pratiques. Aujourd'hui, on ne peut plus obtenir des rescrits fantaisistes comme on les avait dans le passé. Et ça, c'est aussi d'ailleurs grâce aux travaux constants de l'OCDE qui a insisté sur le fait que les rescrits qui en particulier sont délivrés en matière de prix de transfert doivent respecter un certain nombre de principes régulateurs qui sont très bien décrits dans une documentation ultra abondante de l'OCDE. Et c'est ce que font les États aujourd'hui. Donc il y a un décalage entre l'effet de projecteur médiatique qui est justifié mais qui concerne des pratiques passées, hein, et la réalité de ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus aujourd'hui se dire on n'a rien fait, parce que ce n'est pas vrai, on a fait des choses. Alors ensuite, il y a la question du caractère public. Parce que là, pour le coup, effectivement,
les rescrits qui sont délivrés par les autorités fiscales et les déclarations pays par pays que font les entreprises ne sont pas publiques. Alors, deux choses là-dessus quand même. En 2016, vous vous rappelez qu'il y avait eu la loi Sapin 2. Et dans la loi Sapin 2, il y avait une règle qui avait été votée par le Parlement et qui visait à rendre publiques les déclarations pays par pays d'un certain nombre d'entreprises. Cette règle a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu'elle portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel a jugé ça? Parce que quand on voit à quoi ressemble un rescrit, en fait, on voit qu'un groupe décrit par le menu son activité, la répartition de sa valeur ajoutée dans un certain nombre d'États, les décisions stratégiques qu'il prend, la façon dont il structure son organisation et sa stratégie. Et le Conseil constitutionnel a considéré, à tort ou à raison, mais sans doute avec quelques raisons, que, effectivement, si tout ça devenait public, ça donnerait aux concurrents des armes absolument extraordinaires, qui ne figurent nulle part ailleurs, qui ne figurent pas dans les documents de référence, qui ne figurent pas dans les rapports que la loi oblige les entreprises à divulguer. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis il y a un deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si on divulgue ces rescrits, ou ces rapports pays par pays, la crainte des entreprises, alors encore une fois, je ne juge pas, mais la crainte des entreprises, c'est que se développe une sorte de name and shame incontrôlée, et finalement que de fausses informations se mettent à circuler sur la base de ces informations-là. Moi, je n'ai pas d'idée là-dessus. On a un cas en droit français, dans lequel il y a déjà des déclarations pays par pays publiques. Ça concerne les établissements bancaires qui sont soumises à cette obligation-là. Effectivement, dès qu'elles ont commencé à divulguer leurs déclarations pays par pays, un certain nombre d'ONG se sont emparés de ces déclarations pays par pays et en ont fait l'analyse. Très bien, rien à dire là-dessus. On peut même dire que c'est le but ultime. Sauf que, et ça c'est factuel, dans les rapports qui ont été faits sur ces déclarations pays par pays, il y a des erreurs factuelles majeures quand même. D'accord. Alors on peut dire, c'est normal, après tout, c'est la phase de démarrage, il faut que tout le monde acquiert une maturité dans l'utilisation de ces outils. Mais l'ont utilisé dans le cadre de l'extraterritorialité sur le blocus avec Cuba, où des banques françaises ont été condamnées, BNP 8 milliards. Oui. C'est Crédit Agricole 700 millions d'euros en disant vous n'avez pas le droit de faire d'avoir des relations bancaires avec Cuba, et paf, c'est tombé. Ouais. Enfin, disons, moi mon point, c'est juste de dire, il faut faire attention, un, au secret des affaires qui est légitime, et deux, il faut arriver à paramétrer ce qui est public et ce qui ne l'est pas, parce qu'au bout du bout, quand même, ce qui compte, c'est que les administrations aient ces informations. C'est ça qui compte pour récolter des recettes fiscales. Donc, le caractère public, en fait, ça pose une question plus générale, c'est jusqu'où va le name and shame en matière fiscale. C'est ultra efficace parce qu'effectivement, on peut même dire qu'à certains égards, le name and shame est beaucoup plus efficace que le droit, c'est-à-dire que les règles de droit, les règles anti-abus en matière fiscale. Mais si ça va trop loin, ça peut produire des effets économiques qui sont finalement distorsifs sans raison, quoi. Bon. Voilà. Bon, pour le reste, oui, alors je reviens sur ce que vous disiez sur le droit de la concurrence. Alors je connais bien Catherine Priedo, puisqu'elle est elle est dans mon université, donc nous sommes collègues. En fait, c'est un peu la même chose en matière fiscale. Il y a un droit de la concurrence en matière fiscale, si je puis dire. Puisque le principe qui maintenant vaut depuis le code de conduite de la fiscalité des entreprises qui date de 1997, c'est on admet la concurrence fiscale en Europe, mais on lutte contre la concurrence fiscale déloyale. Et pour lutter contre la concurrence fiscale déloyale, on a deux outils. On a les aides d'État, qui sont du droit dur, c'est-à-dire qu'effectivement, si la Commission décèle que certaines entreprises sont avantagées indûment par rapport à d'autres, elle voit là une aide d'État et elle agit en manquement contre l'État considéré. Elle fait une procédure d'infraction, plus exactement. Et puis, il y a ce qu'on appelle le code de conduite, qui est du droit mou, mais qui est quand même très efficace. C'est-à-dire que les États qui ne respectent pas les critères du code de conduite doivent rendre des comptes auprès des autres des raisons qui justifient telle ou telle mesure que la Commission va considérer comme déloyale. Et l'expérience montre quand même que ça marche.
Ah bah, le curseur, il est défini, il y a toute une liste de critères qui sont présents dans le code de conduite sur le caractère transparent ou non de l'avantage, dérogatoire ou non de l'avantage, etc. Ce qui permet... Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Alors, on pourrait sans doute aller plus loin, hein, évidemment, je ne dis pas l'inverse, mais il me semble que ce serait une erreur de ne voir la question de la concurrence fiscale que sous l'angle de la fraude fiscale ou de l'évasion. C'est-à-dire que l'exemple de la TASCOM que vous avez cité, effectivement, il est intéressant. Mais d'ailleurs, comme ça a été souligné après, il se présente même en droit interne, enfin il se présente à l'intérieur de la France, et donc il est propre à toute forme de concurrence fiscale. Et le fait d'aller s'installer dans un endroit plutôt que dans un autre, c'est pas en soi de l'évasion. Enfin, vous voyez, donc je reconnais que le problème est très compliqué, hein, mais on peut pas dire qu'en tout cas en Europe à l'heure actuelle, la concurrence fiscale est sans frein. Parce que ça, je crois que ce serait pas conforme au droit positif, disons. Voilà. Merci beaucoup. Votre phrase, on ne peut pas voir ça que vu de la fraude fiscale ou l'évasion fiscale. Bah, ce que je veux dire, c'est que souvent on se dit, en fait, comme il y a des États qui ont un mieux-disant fiscal, c'est forcément un facteur de fraude ou d'évasion. C'est vrai à certains égards, mais c'est pas que ça non plus. Voilà. Xavier Pavluskevitch. Merci Madame la Présidente. Je voulais simplement réagir, et notamment sur différents points, et notamment concernant les rescrits. Vous avez raison de souligner qu'il y a véritablement encore là un décalage entre ce qui se faisait jadis et ce qui peut se faire aujourd'hui. Et c'est vrai que ça pose aussi là un gros souci pour les entreprises qui veulent s'installer. Vous évoquez justement la loi Sapin 2. J'en sais quelque chose, vous avez bien fait de le souligner, d'où le fait de pouvoir communiquer, que ce soit de manière publique. Je suis le prédécesseur de Christian Eckert qui est à l'origine, voilà, et on a bien entendu parler de la position du Conseil constitutionnel qui avait rejeté justement cette proposition sous le gouvernement, sur le gouvernement précédent, en tout cas dans l'ancienne législature. Moi j'aimerais aussi, et par courtoisie, parce que Madame la Présidente a posé 2 questions, vous nous interrogez sur les conventions fiscales notamment, et il est vrai qu'elles sont là pour définir en fait les modalités d'élimination de la double imposition, et on le voit, moi je l'ai vu en tant que rapporteur pour avis de la Commission des finances, et notamment sur la convention que nous avons signée entre le Luxembourg et la France, et notamment qui reprennent justement les conventions de l'OCDE inspirées par BEPS. Par contre, vous évoquiez justement, et je le vois, vous avez évoqué un sujet tout à l'heure, je le notais, j'ai le Luxembourg juste à côté, la Belgique. En matière successorale, évidemment, il y a beaucoup à faire. Vous évoquiez un cas tout à l'heure, moi j'ai eu un cas du mari belge, de la femme française, travaillant au Luxembourg, étant imposée donc au Luxembourg, vivant en France et héritant d'un bien en Allemagne. Tout ça dans un rayon de 40 km, je peux vous assurer que ça y va à grand coup au niveau de l'imposition. Et là, on a véritablement de gros soucis, et donc une attente particulière. Aussi, et pour terminer, je voulais répondre, et notamment, se pose beaucoup la question effectivement de l'ISF, Madame la Présidente, et sur la pertinence d'instaurer un ISF européen. Je pense en tout cas que c'est là aussi encore un sujet qui pourrait être évoqué, parce que pour autant, et j'ai toujours bien pensé, et en tout cas sur la position française, qu'on n'attirait pas les mouches avec du vinaigre, et que pour autant il faille justement, quand on sait que seule l'Espagne instaure encore l'ISF, on voit même que la Suède on a arrêté avec ce sujet. Moi j'ai souvent pour habitude, sans vouloir contrarier M. Chassaigne, de dire que l'ISF est à la gauche, pour ne pas dire aux insoumitos, aux communistes, ce que la chloroquine est au professeur Raoul, c'est-à-dire qu'on pense que le traitement il est bon, mais en fait on n'en sait strictement rien. Voilà. Très bien, merci beaucoup à nos rapporteurs, merci beaucoup encore Maître Gutmann, et je pense que personne sera contre la publication de ce rapport. Merci beaucoup, et pour ceux qui sont disponibles, tout à l'heure à 14h30, l'audition de Thierry Breton conjointement avec la Commission de défense. Les deux. Non, lui, il sera par visioconférence, donc il est possible d'être en présentiel et par visioconférence.